c'est un honneur là, pour moi aussi d'avoir l'opportunité de venir parler de quelque chose de majeur dans ma vie. Tu le sais que quand le podcast va être disponible, ben toi, tu vas déjà nous avoir quittés. Puis au moment où j'ai pris ma décision d'aide médicale à mourir, on prenait la vie pour acquis, on se lève tous les matins, on réalise pas à quel point on est chanceux d'être en santé. 4, est-ce que c'est la fin du show? Oui, je crois que c'est la fin du show. Tu t'es reconnue là-dedans? Je me suis reconnue tout de suite, puis elle n'a pas l'air malade du tout, puis elle essaie d'attirer l'attention. Est-ce qu'elle est suivie? La maladie, en tant que telle, s'appelle le cholestéatome, le cancer de l'oreille, mais c'est bénin. Ça a été une époque où tu as eu des idées noires? Oui. Fait que t'es rendu à combien d'heures d'anesthésie? C'est ça, je suis rendue à 80. Je m'invite à aller te voir à Québec, à aller prendre un verre de vin avec toi, aller manger, si ça te tente. L'équipe est prête, tes médecins sont prêts, mais t'es pas considéré un cas urgent. Bonjour, Hugo, mais laisse-moi aller voir. Geneviève de Chambord. Bon, Patricia, ça va faire l'affaire. Tu dois avoir un certain sentiment où t'as été abandonné par le système. Mon médecin a pleuré comme un enfant dans le bureau. C'était triste, là, mais c'est moi qui le réconfortais. Tout le monde va grandir de ça. Le système va grandir de ça. Les gens vont grandir de ça. Les intervenants vont sûrement grandir de ça aussi. Hey, bonjour Catherine. Bonjour, Hugo. Comment ça va? Ça va très bien, toi-même. Je suis contente d'être ici. Content de te recevoir. Vraiment gentil. Alors, Viens t'asseoir juste en avant de moi de l'autre côté. oui. Là, Mets-toi à l'aise. je ne vois pas d'un œil, donc ça se peut que, tu sais, des fois, là, mes perceptions, là, Regarde, juste là, à ta Parfait. gauche, le petit banc. je m'installe ici. Tu t'assois, oui. Là, tu installes le micro. Tu te mets à l'aise. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ça As-tu a l'allure? l'allure. Bienvenue. Merci. Content de te recevoir. Vraiment content que tu sois ici ce matin. Ah, ça fait vraiment plaisir. Puis c'est un honneur là, pour moi aussi d'avoir l'opportunité de venir parler de quelque chose de majeur dans ma vie. Écoute, c'est un honneur pour moi de partager ça avec toi. Donc, tu es prête? Je suis prête. OK. 100% prête. On y va, Catherine. Écoute, Catherine, tu le sais que quand le podcast va être disponible, ben, toi, tu vas déjà nous avoir quittés. Oui, c'est ça que j'ai appris tantôt. Oui. Fait que Mais t'en es ça sera un consciente? héritage, oui. Ça sera un héritage pour les gens qui y restent, pour mes proches. Là. Au lieu de faire une vidéo d'adieu, ben ils regarderont le podcast. Ah, c'est vraiment une belle façon de voir les choses. Oui, je pense que oui. Fait que j'aimerais savoir pourquoi tu le fais. Mais il y a quelques semaines, j'ai été interpellée par... en fait, je passe beaucoup par les médias sociaux, par Facebook depuis quelques temps, depuis que je sais que j'ai pris ma décision pour informer les gens que j'aime, mes proches, des amis, des connaissances, des gens que j'ai côtoyés dans le passé. Ça reste que j'ai... Sans dire que j'ai un énorme groupe d'amis, j'ai quand même beaucoup de gens que j'ai côtoyés dans ma vie avec qui j'ai pas eu envie de perdre le contact, donc je les ai conservés par Facebook. Puis au moment où j'ai pris ma décision d'aide médicale à mourir, parce qu'on va en venir là, ça fait presque 1 an maintenant que j'ai pris cette décision-là, je me suis dit de quelle façon je vais... c'est quand même quelque chose. Là, on planifie son décès, hein? On planifie son départ. J'ai 44 ans. De quelle façon je vais faire ça pour qu'il y ait le moins de gens qui se propagent la nouvelle entre eux? Il paraît que Catherine, il paraît que, mais là, c'est vrai. Puis, je voulais comme que ça soit clair pour tous ceux que j'aime, mais aussi pour les gens qui m'ont connue, qui m'ont aimée, puis avec qui j'ai partagé des bons moments dans ma vie. Donc, je me suis dit, regarde, OK, Facebook, des fois, on peut dire que c'est pas nécessairement le meilleur canal de communication, les médias sociaux. Mais j'ai jugé dans ce cas-là que d'informer les gens que j'aimais et les gens que je connaissais depuis longtemps, et ça depuis le primaire même, tous ensemble, au même moment de ma décision, vers le 15 mai environ, mais j'ai fait un post Facebook où j'ai vraiment pris le temps de bien expliquer que suite à une très, très longue maladie dégénérative que j'avais depuis l'âge de 8 ans, malheureusement, on en est arrivé au point où les médecins avait plus nécessairement de solutions qui pouvaient améliorer ma situation et enlever ma douleur, donc me permettre de vivre avec une qualité de vie, me permettre de travailler. Et je voulais que les gens sachent que c'était ma décision en pleine conscience et que c'était ma décision à moi, sans aucune interférence extérieure. Alors, je l'ai faite comme Catherine fait toujours. Quand elle prend une décision, elle réfléchit, elle se dit, c'est quoi les dommages collatéraux, En fait, ce que je voulais, Hugo, c'était de faire le moins de surprises et de peine aux gens autour de moi.
Puis je voulais pas qu'il y ait des gens qui voient mon avis de décès puis qui n'aient pas été comme informés avant que c'était une démarche que j'entreprenais. Alors, j'ai été très transparente. J'ai décidé de me livrer. Et puis ensuite de ça, j'ai eu une invitation à aller participer à une émission à Québec, FM 93. Et là, c'est parti comme un tsunami. J'ai accepté le 28 mai de faire une entrevue avec Stéphane Dupont et son équipe. Et j'ai été reçue un peu comme on est là. C'était très, très... comment je pourrais dire? Je me sentais très à l'aise. Oui, je me sentais très à l'aise, très respectée. C'était avec empathie. Puis dans l'objectif de comprendre ma démarche et de comprendre cette nouvelle réalité-là qui va être de plus en plus présente au Québec. Parce qu'au Canada, on est dans les seuls pays qui autorisent l'aide médicale à mourir. Donc, il y a beaucoup de questionnements. Alors moi, pourquoi je fais ça, là, cette démarche-là, de venir ici aujourd'hui avec toi? Premièrement, bien, j'ai beaucoup confiance en l'homme que tu es. Je te suis depuis longtemps, puis je pense qu'il y a un grand côté humain en toi. J'ai ressenti un bon feeling quand on s'est rencontrés. Puis, je me suis dit, ça serait peut-être le temps aussi d'en parler plus large que Québec, puis d'essayer peut-être d'ouvrir un petit peu les questionnements, les gens qui se posent des questions, de porter ouvrir des discussions sur ce sujet-là qui est quand même assez tabou encore, surtout pour une jeune femme de 44 ans. Puis démystifier un petit peu l'aide médicale à mourir aussi. En tout cas, j'apprécie beaucoup. C'est un principe d'être clair. J'ai une question. Suite à ton post, les commentaires, ça disait quoi? Y en a-tu eu beaucoup? Oui, il y a eu beaucoup de commentaires. Ce qui est beau là-dedans, ce que je m'attendais, c'est que les gens vraiment proches de moi, eux, je leur avais déjà dit, hein, tu sais, j'ai pas fait un post. Les gens très, très près de moi, ma famille immédiate, ma famille Gauvin-Guérin, là, moi, je suis Gauvin-Guérin, les gens proches de moi que j'appelle ma garde rapprochée, mes meilleurs amis, les gens très proches de moi savaient déjà. Mais les gens, disons, un autre step, là, juste l'autre, là, les connaissances, les bonnes connaissances, les gens avec qui j'ai étudié en éducation physique, avec qui j'ai travaillé. Donc, un très grand cercle d'amis de mes parents aussi qui n'étaient pas au courant. Eux, quand ils ont lu ça, il y a eu différentes réactions, mais j'en viens à la conclusion que ce sont tous des réactions positives parce que ça a été des gens qui ont pris quelques jours avant de m'écrire parce que ça les a vraiment confrontés eux-mêmes à leur propre peur de la mort et peur de perdre leur enfant. Parce que moi, il faut dire que je vais laisser des parents orphelins. C'est pas la logique, habituellement, c'est les enfants. Les parents quittent avant les enfants. Puis, dans le cercle d'amis de mes parents, il n'y a pas vraiment d'enfants qui sont décédés à un âge prématuré, un peu comme le mien. Puis, ces gens-là ont été un petit peu plus longs à m'écrire, mais j'ai eu des témoignages, de très longs témoignages, comme quoi on prenait tout pour acquis, on prenait la vie pour acquis, on se lève tous les matins, on ne réalise pas à quel point on est chanceux d'être en santé. Puis un jour, on lit ça comme ça sur Facebook, une jeune femme qui, elle, ne peut plus travailler, parce que moi, mon plus grand deuil, c'est le travail, là, c'est de ne plus me sentir utile là, à travailler dans la société. Ça, pour moi, en tout cas, ça, c'est vraiment le plus gros morceau. Là. Puis, de l'écrire, de le dire, vous êtes chanceux d'être pogné dans le trafic pour aller travailler. Vous êtes chanceux de pouvoir faire votre passion ou encore choisir de changer de travail parce que vous avez la santé. Ça a fait réfléchir des gens. Puis les gens, ce qui m'écrivaient, c'était « Catherine, tu nous fais là, solidement, c'est peut-être pas le bon terme, mais vraiment très intrinsèquement réfléchir. C'est très moi avec moi-même. » Les gens réfléchissent à leurs conditions à eux, à leurs petits, moyens, grands problèmes à eux, mais ils relativisent beaucoup plus. J'en reçois beaucoup des témoignages comme ça. Puis j'ai aussi eu des gens qui m'ont dit qu'ils acceptaient plus facilement les demandes d'aide médicale à mourir autour d'eux. Des gens de leurs proches qui font des démarches. Le fait que je l'ai un petit peu démystifié, ils acceptent plus facilement qu'un proche décide par lui-même de quitter. Parce qu'il faut comprendre que c'est pas du suicide assisté, c'est bien important de le dire. C'est un soin, c'est qualifié comme un soin au Québec, c'est de la loi et on y a droit. Donc, quand on répond aux critères, la personne est tout à fait en droit de faire sa demande et des fois, c'est les proches qui s'y opposent. Alors, j'ai eu ces témoignages-là de remerciements ou encore de « tu m'as fait cheminer ». J'ai pas eu beaucoup de négatifs. J'ai eu quelques négatifs, c'est des gens qui sont dans des mouvements religieux. OK. Oui. Peux-tu me rendre un service? Oui. C'est-tu possible que tu m'en lises des commentaires? Ah oui, je T'as-tu pourrais. son cellulaire? Très certainement. J'ai ma sacoche juste ici. Oui, fait que j'aimerais ça que tu me lises ton post. Comment tu l'écris? Je suis curieux de voir comment tu l'as annoncé aux gens. On va commencer par le post. Pendant que tu cherches, là, Oui. combien de temps avant la fameuse date tu l'as posté? Alors, on était le 19 mai Ah, tu l'as trouvé? quand j'ai posté.
Et j'avais prévu ma date pour faire l'aide médicale à mourir le 12 septembre, qui est la journée de mes 45 ans. Donc, je voulais en même temps donner la date dans ce post-là. Mais il est arrivé quelque chose aussi qui est... Je suis une fille qui marche beaucoup, beaucoup au feeling. Je l'ai su ce matin-là quand j'ai entendu la fin du show. La chanson de Cowboy Fringant qui venait de sortir, puis qui était après la mort du chanteur. Puis quand j'ai entendu la fin du show, je l'écoutais en boucle. Là, j'ai dû l'écouter 20 fois en ligne. Puis j'ai dit, Catherine, à quelques petites exceptions près, c'est toi qui parles. Quand il dit, je suis trop usée, je peux plus chanter, je suis trop usée, je peux plus travailler. Kat, est-ce que c'est la fin du show? Oui, je crois que c'est la fin du show. Tu t'es reconnue là-dedans? Je me suis reconnue tout de suite. C'était moi qui parlais à mes proches. Alors là, j'ai dit, je vais utiliser cette belle, magnifique chanson-là, Hommage, pour un petit peu faire comprendre aux gens que ces paroles-là, c'est moi qui les dis. L'usure, la douleur, être rendu au bout du bout. Hein? Donc, le 19 mai, j'écris « Kat, c'est-tu la fin du show? Je pense bien que c'est la fin du show. Je suis fatiguée, je peux plus travailler, mon étoile se meurt. Je suis rendue au bout du bout de ma route. La fin du show des Cowboys Fringants. Ce matin, je suis si triste de vous écrire, mes amis. Écrire ces quelques mots aujourd'hui, alors qu'un merveilleux soleil réchauffe les cœurs et fait revivre la nature, me déchire le cœur. J'aime tellement la vie et toutes ces petites merveilles. Mais je rêve de repos. Je jette les armes. Je savoure tous mes souvenirs de bonheur et de vitalité. J'ai vécu si intensément, en donnant tout l'amour que j'avais en moi. J'ai vraiment voulu, améliorer notre monde, en propageant ce qu'il y avait de plus pur et doux en moi. J'ai tellement aimé, tellement ressenti l'ivresse de vivre à fond. Je me suis battue contre la maladie toute ma vie comme une guerrière. Je vous le jure, mes amis. Soyez assurés que j'ai toujours voulu vaincre cette terrible maladie. Mais voilà, mon corps n'en peut plus. Je désire aller rejoindre tous ces anges, mes anges, qui me guident depuis si longtemps. Il y a au ciel des êtres remplis d'amour et d'humour qui m'accueilleront les bras et le cœur ouvert. Ainsi, en toute conscience et sérénité, j'ai choisi de demander l'aide médicale à mourir le 12 septembre 2024, jour de mes 45 ans. Cette décision me raccroche au temps qu'il me reste et me remplit de douceur. Je sais que je quitterai ce monde paisiblement et surtout dignement. J'irai me reposer au ciel. Je m'excuse. Je m'excuse, c'est parce que ça l'a un petit peu coupé. C'est pas grave. J'irai me reposer au ciel dans un nuage douillet, rempli d'amour et veillerai sur vous tous. Je ressentais le besoin de l'annoncer publiquement pour que ce soit bien clair qu'il s'agit de ma décision et qu'elle est mûrement réfléchie en parfaite cohésion entre ma tête, mon cœur et mon corps. Sachez que je lirai avec reconnaissance chaque message et serai extrêmement touchée par chaque marque d'empathie. Je vais cependant prendre un peu de temps pour me reposer quelque temps. Les dernières semaines furent assez émotives et je ressens le besoin de retrouver ma bulle de douceur et de tranquillité. Je vous envoie tout mon amour, vous remercie de me lire et de me soutenir depuis maintenant plus de 3 ans, depuis cette cruelle opération, le 11 mai 2021. Entre parenthèses, maudite pandémie, maudit délestage. Paix, douceur, santé, mes amis, plein de tendresse. Catherine, Catou, Kat Gay, c'est mes surnoms. Pour tous ceux qui me connaissent. C'est vraiment touchant. Puis j'avais mis quelques petites photos pour mettre ça. Vraiment, vraiment touchant. Mais c'est sorti de mon cœur. Je m'en suis à peu près pas... ça sort tout seul. Puis on le sent que ça vient de ton cœur. Oui. Tu me l'as lu, puis j'avais l'impression que tu ne lisais pas quelque chose. J'avais l'impression que tu me parlais. Et c'est l'impression que ça a dû faire à tous ceux qui l'ont lu, tous ceux qui te connaissaient, tous ceux qui t'aimaient. Mais tu sais, oui, effectivement. Puis j'ai toujours... Je suis consciente que je suis une personne, on est conscient des fois de nos habiletés puis de ce en quoi on est un petit peu moins habile, mais au niveau d'exprimer mes sentiments sans orgueil et sans ego, c'est une de mes forces. C'est-à-dire que c'est très rare que c'est l'orgueil ou l'ego de Catherine qui va parler. C'est... Je sais pas pourquoi, il y a comme pas ce filtre-là sur ma personnalité.
C'est pour ça que les gens sentent qu'ils peuvent avoir facilement accès à moi, parce que c'est comme si mon cœur il était grand ouvert, puis qu'il n'y avait pas cette espèce de barrière-là. Je l'ai déjà eu, là, de l'orgueil comme tout le monde, mais en vieillissant, puis en prenant de la maturité avec beaucoup d'opérations, beaucoup de souffrances. C'est comme si maintenant, j'ai plus de temps à perdre avec ça, l'image ou l'ego. Donc, si n'importe qui veut discuter avec moi de sujets sérieux, de sujets comme ça, ou s'il me demande un conseil, c'est certain que je vais le faire avec tout mon cœur, sans vouloir impressionner ou Montrer une image de toi qui montrer n'est pas une la image de tienne. toi qui n'est pas la mienne. Tu es quelqu'un de vrai, tu es quelqu'un Ouais. de transparent, et on le ressent. Et d'ailleurs, pour faire une parenthèse, lorsqu'on s'est rencontrés, c'est ce qui m'a frappé. Tu sais, ça a été facile, Ça a été puis j'ai facile. été vraiment, je te dirais, sous le choc de voir comment tu étais franche, honnête, et c'était facile. Et ça m'a marqué. Fait que par la suite, ben, c'est un naturel que je te reçoive parce que je sentais, que tu avais un beau message à partager, parce que tu as une belle âme, tu es une belle personne. Tu sais, dans ton post, tu mentionnes le délestage puis la pandémie. Tu sais, dans la vie, on parle souvent de timing. Ça n'a pas été un bon timing. Non, puis je l'ai mis à la fin de mon post parce que les gens me disent toujours, toi, Catherine, puis d'ailleurs, je tiens à souligner, c'est important pour les gens qui vont écouter le podcast, parce que les commentaires, juste pour faire une petite parenthèse sur les commentaires que je recevais, j'en avais beaucoup de beaux commentaires, tout ça, mais il y a quelques personnes qui m'ont dit, est-ce qu'elle est en bonne santé mentale parce qu'on dirait qu'elle veut donner un show, puis elle n'a pas l'air malade du tout, puis elle essaie d'attirer l'attention. Est-ce qu'elle est suivie? Elle devrait être suivie en psychiatrie et même internée. Tu sais, j'ai eu des commentaires comme ça très blessants, mais oui, je suis suivie en psychiatrie. Ça fait 3 ans que j'ai des rencontres à tous les mois à l'Institut de santé mentale de Québec avec une excellente psychiatre. Je la vois tous les mois et je suis suivie pour m'assurer que ma démarche est toujours... On valide à toutes les fois que je ne suis pas en dépression, que je ne suis pas avec un trouble de santé mentale ou de personnalité. On valide que dans la situation que j'ai, c'est de la souffrance physique et non pas une santé mentale affectée. Je suis en bonne santé mentale. Donc, ces commentaires-là blessants qui sont arrivés, au début, m'ont affectée, mais là, je me suis dit, Catherine, on va tourner ça à toutes les fois que tu auras l'occasion de le dire. Tu souligneras les excellents soins que tu reçois en psychiatrie pour démontrer que tu es apte à prendre cette décision-là. Maintenant, je m'excuse, j'ai perdu le fil de ta question. Je m'en allais là. Écoute, je vais enfiler avec une autre question, parce que tu l'as mentionné, parce que dans ton post, tu ne mentionnes pas c'est quoi la maladie. Ah, c'était le délestage. On parlait du délestage, mais tu ne mentionnes pas la maladie. Donc, OK, la réaction des gens, possiblement que lorsqu'on le lit et on l'entend, s'il nous manque un morceau du puzzle, Oui. ben c'est peut-être ce qui amène les gens à comprendre, parce que ta maladie, c'est quand même rare. Oui, c'est très rare. Ben c'est très rare qu'on en entend parler, mais semblerait que c'est plus fréquent maintenant. Je ne sais pas si c'est qu'il y a une recrudescence de cette maladie-là, mais où on en parle plus, où il y a plus de recherches. Mais la maladie, en tant que telle, s'appelle le cholestéatome. C'est une maladie qu'on appelle, dans le caractère, pour vulgariser le terme, le cancer de l'oreille, mais c'est bénin, donc ce n'est pas un cancer qui est malin. Alors, ça ne va pas faire des métastases, s'en aller ailleurs. Ça s'attaque à l'oreille et c'est sous forme de petites boules de chair qui sont microscopiques, mais qui peuvent quand même grossir sur elles-mêmes et devenir assez grosses et aussi faire comme un chapelet. Donc, ça se multiplie et ça s'entoure autour des organes. Oui, exactement. Les organes de l'oreille. Les organes de l'oreille. Donc, dans mon cas, on est parti par le tympan, les osselets, ça a descendu dans le système vestibulaire, cochlée, ça a monté au méninge et c'est monté au cerveau. Donc, ça a vraiment tout détruit sur une période entre 1988 et 2021. T'avais quel âge en 88? J'avais 8 ans. Et puis, c'était ma première opération où, là, on réalisait, où le médecin qui me traitait réalisait que ce n'était pas que des otites, mais qu'il y avait un bon cholestéatome qui était installé au niveau du tympan osselet. Donc, on a tout retiré. J'ai perdu l'audition à ce moment-là de l'oreille droite. Mais quand on est enfant, on s'habitue assez rapidement à ces changements-là. Je n'ai pas beaucoup de souvenirs de ça. Ça allait bien. Tu sais, j'étais une sportive. Moi, la vie allait bien. Je n'ai pas eu trop de dommages là, à 8 ans. Ensuite, il y a 94 où on retourne parce qu'on a une récidive. Ensuite, 97, et là, ça enclenche les opérations. Tombe un moment entre 1998 et 2009 où j'ai un bris de service, où il y a un bris il n'y a plus de médecin. Donc, j'ai aucun suivi médical et moi, dans mon cas, en 97,
Ils m'avaient tout enlevé. Donc, j'étais certaine que j'avais plus de cholestéatome. Mes parents, c'était la même chose. Mais j'ai jamais eu d'appel pour un suivi ou quoi que ce soit. J'avais un médecin de famille, tout ça, mais jamais on a reparlé de ça. Et là... Donc, en quelque sorte, il s'est ramassé un vide où les spécialistes et ton généraliste, il n'y avait plus de lien. Il n'y avait plus de lien. Puis ça a tout tombé, ça, quand ils ont commencé le numérique aussi un petit peu. La transition. Numérisé. Oui, la transition. Et puis aussi, mon médecin, qui était la grande sommité, est décédé. Il y avait très peu de relève. Donc, moi, mon dossier se serait perdu à travers tout. Ça, c'est ce qu'on t'a donné comme raison. Un peu. Par les Pendant branches. 8 ans. Oui, parce qu'on n'ose pas. Je le sais pas. C'est très tabou, hein? C'est certain qu'on n'a pas tendance à mettre de l'avant nos lacunes lorsqu'on fait une erreur. Non, puis moi, je ne suis pas du genre du tout à aller monter aux barricades. Ou moi, je suis vraiment, si la vie a fait ça, si la vie a mis ça sur mon chemin, c'est que ça avait à faire la personne que je suis devenue. Parce que c'est un peu ça que je voulais dire sur la pandémie. Je ne suis pas quelqu'un de colérique. Je ne suis pas quelqu'un qui en veut ou qui va blâmer le système ou qui va chialer contre le système ou quoi que ce soit. Moi, les paniers de services, les impôts, payer mon vol plus cher à sac, tout ça, moi, je suis d'accord avec ça. Moi, je me dis, on a un système de santé, il faut le faire vivre. C'est la base de tout. Et s'il arrive un problème, une pandémie, c'était incontrôlable. C'était une première. Personne n'avait jamais vécu ça. Alors que je sois tombée dans cette période-là, c'est aussi probablement mon chemin de vie. Donc, oui, maudite pandémie, puis maudit délestage, mais pas maudit médecin, puis maudit gouvernement, puis maudit, puis ci, puis ça, là, tu sais. Je suis d'accord avec toi avec la pandémie, parce que c'est une première pour tout le monde, mais on s'entend qu'une craque de 8 ans, c'est quand même pas rien. C'est vrai. On peut pas baser ça sur un événement qui arrive et qui touche tout le monde. C'est comme si d'y penser, ça me faisait un petit peu trop peur, parce que j'ai une infirmière qui m'a écrit, justement, dans un témoignage, une infirmière qui a travaillé avec Docteur Ferron à Québec, c'était une sommité. C'est lui qui a soigné les enfants de René Simard là, avec leur surdité. Il faisait des implants cochléaires. C'était mon médecin traitant. C'était le grand spécialiste. Et à dire le nombre de rendez-vous que j'ai eus avec lui, hein, j'en ai eu. C'était mon ange gardien, si on veut. Et là, du jour au lendemain, bien là, il prend sa retraite. Et c'est là que tout... Ça, c'est en 99 environ. J'ai 19 ans. Et suite à mon poste, j'ai une infirmière. Oui. Le bug de l'an 2000. Oui, bien, c'est comme si moi, je suis arrivée dans le bug de l'an 2000. C'est comme... C'est vrai, c'est drôle, je pourrais me dire, parce que c'est vraiment à 20 ans. Oui, parce que là, on parle là, des changements numériques. Il s'est passé beaucoup de choses à ce moment-là. Fait que possiblement que ça a peut-être contribué. Très bien, parce que l'infirmière qui m'a écrit, qui a travaillé avec Dr Ferron pendant des années, a dit qu'elle a laissé tomber la profession à cause de ses frustrations, de ces erreurs-là qu'il y a eu dans ces dossiers-là, dont je fais partie. Il est arrivé des choses dont on n'a pas été du tout informés, nous, les patients, mais nos dossiers sont vraiment tombés dans l'oubli. Alors, j'ai jamais eu de suivi quelconque, mais pendant ce temps-là, ce cholestéatome, qui est très agressif dans mon cas et qui l'est de plus en plus en vieillissant, là, il a pris ta place. faisait son chemin. Ce qui est arrivé, c'est que moi, je suis une joueuse de soccer. J'ai joué au soccer de 4 ans à 36 ans. Je suis une passionnée de soccer et un beau soir d'été, je jouais mixte, puis c'était une super belle game, puis il faisait beau. Et là, tout se met à partir en vrille. J'ai 29 ans, c'est en 2009. Et là, j'avais entendu parler des labyrinthites. C'est peut-être une labyrinthite. En tout cas, je tombe. On n'a plus aucun repère. On vomit. Et là, ben, je suis sur le terrain, mais là, moi, là, je veux dire, je suis convaincue que je vais mourir. Là. Ça se peut pas être mal comme ça. Alors, l'ambulance vient me chercher. Et là, on me réfère en ORL et je reste à l'hôpital. Et là, on voit que, vite, opération d'urgence, le cholestéatome a complètement défoncé la cochlée. Il a pris tout le système vestibulaire, puis il est en train de monter au méninge. Alors, il y a des risques graves de méningite. Puis là, c'est là qu'il faut faire ça. Mais c'est une très grosse opération qui demande plusieurs consultations de médecins. C'est pas un seul ORL qui va décider ça. Ça prend un comité en neuro. Ça prend un comité en ORL. Alors là, moi, j'attends. Et finalement, j'ai cette opération-là en 2010. Et ils me font une opération majeure là, où ils prennent du muscle dans ma tête et ils me font une barrière sur les méninges pour éviter... ils vont colmater pour éviter que ça s'en aille. Oui, parce que si ça va au cerveau, c'est là que les dommages sont vraiment... je veux dire, là, il peut y avoir des risques de décès parce que c'est le liquide céphalorachidien et c'est aussi les lésions et les méningites. Wow! Alors là, moi, je m'en sauve, cette fois-là. Mais c'est une opération qui a duré 10 heures.
chaque opération là, que j'ai eue sous anesthésie générale a duré entre 8 et 11 heures. C'est des très grosses Tu opérations. es rendu à combien d'heures d'anesthésie C'est ça. générale? Je suis rendue à 80. 82, je pense, d'anesthésie générale. Et ça a des séquelles, ça aussi? Ça a des très grosses séquelles. Ça aussi, il y a des recherches qui démontrent que plus tu as des heures d'anesthésie générale sur ton cerveau, plus il y a des zones dans ton cerveau qui sont affectées et qui dégénèrent plus vite. Donc, exemple, tu pourrais avoir des maladies dégénératives plus rapidement. On pourrait parler d'Alzheimer, des choses comme ça. Je n'ai pas d'études en main, mais on me dit que ça peut accélérer le processus de vieillissement du cerveau. Donc, c'est certain que moi, ça m'a toujours inquiétée à toutes les fois qu'on me parle d'une nouvelle opération. Je me dis, vais-je me réveiller avec toute ma tête? Mais à toutes les fois, oui. Mais à toutes les fois, toujours avec un peu moins. Comme la dernière fois, la paralysie faciale du côté droit complet qui était supposée de guérir, mais qui ne guérira jamais. C'est-tu à ce moment-là que tu as commencé à travailler avec un psychiatre? Oui. Ça, 2021, là, ça a été le game changing, là, si je pourrais dire, parce que j'ai toujours été une fille extrêmement positive. Je travaillais là, en activité physique. C'est plate parce que c'est vraiment dommage. J'ai des exemples autour de moi, des gens comme ça. On travaille fort pour éduquer nos jeunes à bien bouger, à bien manger. Il y a beaucoup de belles choses qu'on va revenir. OK, oui. c'est beau. OK, on va parler de ça, oui. La fameuse craque. Moi, ce qui m'intrigue, c'est tu m'en parles, tu es très sereine face à ça. Tu sais, moi, je regarde ça, puis je serais en tabarnak. Sérieux, cette craque-là, elle a un impact majeur dans le déroulement de tout ce qui va suivre. C'est peut-être que je l'ai appris récemment, que c'est ce qui s'est passé, qui fait que je suis un petit peu dans un processus. Tu avais déjà avancé. Oui, je suis sereine face à ma décision, mais le fait de ça, que l'infirmière m'a écrit ça, puis que j'ai comme fait. Je veux pas. Je veux pas réveiller certains sentiments. Exactement, parce que quand je suis en colère, c'est très, très rare, mais quand je suis en colère, je suis en colère. Puis quand je suis en colère, c'est je ne veux plus parler à personne et je m'isole. Puis j'ai pas appris. Je suis pas une fille qui a appris à bien gérer ma colère. J'ai appris à gérer toutes mes autres émotions, mais d'être en colère, ça me rend... Je me sens coupable d'être en colère. Je me sens coupable... Ça fait naître en moi des émotions extrêmement négatives. Je fuis le conflit et la colère depuis toujours. J'essaie toujours d'arranger, réparer les pots cassés. Donc, c'est ce que les gens me disent. Pourquoi t'es pas fâché, tu sais? Des fois, ça fait du bien dans un processus là, de deuil. De deuil, oui, de passer par la colère. Mais dans ton cas, peut-être que le fait que la colère est un élément que tu maîtrises moins. Je ne le maîtrise pas. Donc, c'est un peu une fuite. Donc, on évite de tomber en colère. C'est un déni. Puis, je fais un petit peu de déni volontaire aussi par rapport à... si je donnais un exemple, quand je me suis réveillée de ma dernière opération, la dernière opération, quand j'ai commencé à être suivie en psychiatrie, tout ça, là, c'est le 11 mai 2021. Moi, là, j'ai été cédulée pour cette grosse opération-là qui était urgente le 20 mars 2020. On est tombé en pandémie le 13 mars 2020. Donc, avant que tu continues, ça va me permettre de fermer la boucle. C'est quoi les impacts de la pandémie dans ton cas? Les délais que ça a occasionné, puis qu'est-ce que ça a eu comme effet? Lorsqu'on parle de chasse et de pêche au Québec, il y a un incontournable. Et l'incontournable, c'est que tu as besoin de vêtements et d'articles de chasse et pêche. C'est la raison pour laquelle je me suis associé avec Sport Chief. C'est une entreprise québécoise qui est connue à travers le monde. Et pourquoi j'ai choisi Sport Chief? Parce que, ça me ressemble. Parce que ça n'a pas de limite. Et si on peut améliorer un produit, ils vont le faire. On retrouve tout. Et les professionnels, s'en équipent eux aussi. Donc, si c'est assez bon pour eux, c'est assez bon pour moi, c'est assez bon pour vous. Un gros merci à Sport Chief, notre présentateur officiel du podcast Sans Limite de Hugo Girard. C'est pas un secret, j'ai lancé ma gamme de vêtements de travail il y a maintenant près de 3 ans. C'est pas facile dans le vêtement de travail de se démarquer. Quand tu veux le faire, il faut que tu fasses un produit qui est différent des autres. Je voulais un produit qui me ressemble, un produit qui soit fort, un produit qui soit résistant, un produit avant-gardiste et un produit qui va faire le travail. Avec Hugo Strong, on a un produit qui vous protège, on a un produit qui est efficace sur le terrain et on a un produit aussi qui paraît bien. Non seulement on a les vêtements de travail, mais on a aussi les bottes de travail avec King Thread, la série Hugo Strong, des bottes haut de gamme, des produits pour rivaliser avec ce qu'il y a de meilleur sur le marché. Et dans la botte, Hugo Strong dans King Thread, c'est ça que ça vous prend.
Mais c'est ça. C'est que le 13 mars, on ferme, on panique, ben c'est Mais normal. là, tu devais te faire opérer. Ou le 20. OK. Puis, c'était une opération qui était majeure parce que là, on allait vraiment aller voir au méninge, tout ça. Donc, puis on prévoyait une autre opération après. Donc, on était vraiment dans un gros processus. J'avais déjà entamé avec mon employeur, le réseau du sport étudiant, une longue période d'arrêt de travail, mais sans pandémie. Là. T'sais, on parle vraiment juste du Oui, parce cholestéatome. qu'on est pré-pandémie à On ce est moment-là. pré-pandémie. Là, ça arrive, on ferme les écoles. Et moi, je travaillais avec les écoles en plus. Hein. Mon gagne-pain, c'était d'organiser des activités dans les écoles. Alors là, À l'école, on facteur de- bouge. À l'école, moi, je bouge. À l'école, Oui, moi, je bouge. c'est Oui, ça, je me souviens de exactement. ça, oui. Puis, ce programme-là, ben, il a arrêté. Hein? Tout a arrêté. Donc là, moi, bon, là, mon opération, elle est retardée. Ils m'ont appelé le 17 pour me dire que l'opération avait lieu. Ils m'ont appelé le 18 pour dire qu'elle était annulée. Ils m'ont dit, on va te rappeler, on sait pas, on sait rien, on peut pas te dire. Donc, ils m'ont fait voir mon médecin. Il m'a dit, Catherine, j'essaye, je suis pas capable d'avoir le salle. L'opération, ce n'est que la COVID. Alors, ben écoute, moi, j'ai mal. Parce que ça fait mal. Parce que le cholestéatome, quand il est près des méninges, il pousse, ça fait mal. Ça accote sur le trijumeau, ça accote sur les nerfs. Je sais que j'ai de l'écoulement de l'oreille aussi. Je vois mon médecin, il réussit à m'en enlever un peu. Mais tout ce temps-là, là, ça vire dans ma tête. Là, c'est en train d'évoluer. Je connais mon cholestéatome. Cholestéatome grossit. Cholestéatome grossit. Ça fait que virer dans ma tête. Et là, arrive au mois de juin où on me fait une petite opération de 4 heures pour réaliser que c'est beaucoup plus majeur que ce qu'ils pensaient. Ils m'ouvrent, puis ils disent, ben là, on n'a pas l'équipe, on n'a pas de neurochirurgien, on n'a pas les instruments. Donc, l'opération qu'ils avaient prévue, Au mois de mars. quand ils l'ont fait, à ce moment-là, c'est plus l'opération qu'ils prévoyaient Non. faire. C'est la raison pour laquelle que là, ils ont comme été surpris. Exactement. Parce c'est que en ça avait juin. évolué. Oui, on était rendu en juin 2020. Et là, ils m'ont dit, il faut t'opérer dans un délai de 3 à 4 mois, puis on va te mettre dans les urgences. Donc, c'est certain que ça va être correct. Alors, moi, ça me rassure. Mais là, 3 à 4 mois. Alors, on passe à juillet, août, septembre, en octobre, novembre. Mon chum de l'époque me dit, Catherine, il faut que tu appelles. Mais là, on n'est pas capable de parler à personne. Ça a été, puis je travaillais, mais une chance que j'avais mon travail. Mais les écoles étaient fermées, mais là, on développait. Puis j'étais toute focusée dans mon travail. Ça, là, tu étais peut-être un peu exaspéré de tout ça. J'étais plus moi-même, puis j'ai été difficile à vivre. Je changeais tout le temps d'humeur. Puis là, c'est pour ça normal. qu'ils pensaient, eux autres, que j'avais un trouble de l'humeur. Parce que quand ils me voyaient en psychiatrie, ils disaient, est-ce qu'elle est bipolaire? Est-ce que... Non, moi, j'ai trop peur que j'aille une méningite parce que je sais que mes méninges sont à vif. Puis je me disais, c'est quand qu'ils vont m'opérer? C'est quand, genre, cette opération-là? Une chance, j'avais mon conjoint qui, à l'époque, me tenait vraiment, tu sais, il me groundait, il me disait, Catherine, un jour à la fois. Moment présent, on va aller faire une promenade dehors, Il m'a groundé sur le moment présent. Parce que les scénarios. Ça a été une époque où tu as eu des idées noires? Oui. Pas là, pas directement là. Les idées noires ont commencé. Finalement, j'ai eu mon appel pour l'opération. Il a fallu que j'aille dans le journal, qu'un journaliste vienne me rencontrer. Pour que l'opération se fasse? Ben oui, j'ai pas eu le choix. Parce que il a vu un post Facebook que j'avais mis. Moi, j'avais écrit « S'il vous plaît, respectez les mesures ». Tu sais, j'étais comme découragée. Donc, j'écrivais « S'il vous plaît, mes amis, respectez les mesures. Il faut qu'on sorte de cette pandémie-là. J'attends une opération importante. » Puis on était rendu en avril. C'est quasiment un an, là. Puis je savais qu'eux autres, ils étaient prêts à m'opérer. Mais on ne pouvait pas. Alors là, il y a un journaliste du journal. Il n'y avait pas de salle, pas de staff, pas de... Je sais pas. Je n'étais pas considérée comme un cas majeur parce que j'avais pas un cancer. OK. C'était juste les cancers. Fait que toi, l'équipe est prête, tes médecins sont prêts, sont conscients des impacts que ça peut avoir parce que ça a vraiment avancé, mais tu n'es pas considéré un cas urgent. Exactement. Puis mon médecin, il était enragé de ça. Il essayait. Donc, quand il a vu que là, je suis allée... Bien là, il y a un journaliste qui m'a approché du Journal de Québec. Ils sont venus me voir. Puis ils l'ont exposé dans le journal. Puis j'étais en première page. Puis là, le délestage, tout ça. Puis j'ai eu mon appel la même semaine. C'est bizarre, hein? C'est bizarre. Mais c'est pas moi qui ai sollicité le journaliste. C'est vraiment le journaliste qui a vu mon post sur Facebook. Puis, c'est quoi le sentiment que tu as eu? Parce que oui, tu devais avoir un sentiment de... Tu devais te sentir comme... OK, enfin, ça arrive, l'appel vient, mais c'est quand même plate de savoir qu'il a fallu que tu te rendes jusque-là. C'était un mélange... Oh, mon Dieu. C'était un mélange de... Soulagement? Soulagement, mais aussi de culpabilité. Est-ce que je passe avant des cas plus urgents que moi? Pour vrai? J'ai-tu eu une niaiserie? C'est une niaiserie que j'aille accepter l'entrevue. Je veux dire, est-ce que je vais me faire juger parce que je suis allée dans le journal? Est-ce que...
Est-ce que j'ai eu un traitement de faveur? Est-ce que. Mais mon chum me disait, mais ta vie vaut autant que tout le monde. Ta vie vaut autant que tout le monde. Catherine, c'est une opération majeure. Tu peux mourir. C'est déclaré que tu peux mourir, là. Je veux dire, c'est. Il y a un neurochirurgien là-dedans. Mes méninges étaient à vif. Il devait me scier 6 pouces par 6 pouces de crâne là, dans cette opération-là. Le protocole était prêt depuis des mois. Eux autres, ils attendaient juste ça. Puis c'était une énorme opération pour mon médecin. Alors, ils disaient, non, Catherine, tu passes pas avant d'autres personnes. Puis en plus, non, il n'y a pas une vie qui est mieux que l'autre. C'est juste que c'était beaucoup des personnes très, 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 très âgées qui allaient déjà décéder dans les CHSLD, mais très âgés. Là. Je ne parle pas des gens qui ont eu la COVID à 75 ans. Là. Je parle de gens qui étaient vraiment comme... on a mis tout ce qu'on pouvait pour les protéger. Tant mieux, une vie humaine, c'est une vie humaine, mais la mienne aussi comptait. On aurait pu aussi mettre Je suis d'accord avec toi. l'énergie là. Puis on s'entend que c'est pas nécessairement ta prérogative à toi de déterminer c'est quoi les priorités. Donc, à partir du moment que le téléphone, tu le reçois, je présume que les gens qui ont pris la décision avaient considéré que c'était une urgence. Ben, c'est parce qu'ils l'ont mis dans les cancers. Oui, puis en même temps, mais si tu regardes le cheminement de tout ça, tu aurais dû être opéré avant. C'était déjà une urgence presque 1 an auparavant. Oui, puis si j'avais été opérée avant, j'aurais pas été paralysée. Et si tu avais été opéré avant, peut-être qu'on n'aurait pas la conversation qu'on a aujourd'hui. Non, on l'aurait pas. Ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Même mon médecin l'a admis, ils l'ont tous admis. C'était beaucoup trop tard parce que le nerf facial était complètement ravagé. Mais 1 an avant, sur l'IRM, il y avait un petit peu de cholestéatome sur le nerf facial. Et une paralysie faciale complète, comme j'ai un œil qui cligne pas, moi, ça fait 3 ans que j'ai ça. Et c'est pas pour ça que je fais l'aide médicale à mourir, mais ça en fait aussi partie parce que une sécheresse oculaire, comme je vis, là, que je mets toujours mon petit onguent à toutes les 15 minutes, là, depuis 3 ans, Aux 15 minutes. aux 15 minutes, c'est dès que l'œil commence à faire mal, quand il y a du vent, quand il y a du froid, quand il y a un facteur incontrôlable, la météo, c'est toujours regarder la météo. C'est une douleur, c'est un couteau qui rentre dans l'œil. C'est comme quand on se coupe, mais dans l'œil. Constamment. Dès qu'il y a un facteur que je ne contrôle pas avec mes lunettes et mon onguent, l'œil est à vif et ça fait comme un couteau qui me rentre. Donc, je ne sais jamais quand est-ce que ça va arriver. Aux États-Unis, il y a une animatrice célèbre il y a quelques années qui s'est suicidée parce qu'elle avait fait l'opération laser puis elle avait de la sécheresse oculaire extrême. Et elle a vraiment écrit une lettre. C'est la sécheresse oculaire qui fait que je me suicide aujourd'hui. Et là, ils ont comme commencé à s'intéresser à la sécheresse oculaire et ils ont vu qu'il y avait beaucoup, beaucoup de gens qui s'enlevaient la vie à cause de ces problèmes-là de sécheresse oculaire. On parle d'une douleur c'est qui est douloureux, très aiguë. là. C'est du 10 sur 10, là. C'est intolérable. Puis j'en ai eu de la douleur. J'en ai eu de la douleur, là, dans ma vie. J'ai eu des commotions. Moi, là, j'en ai eu de la douleur dans ma vie, là. Mais ça, la sécheresse oculaire, c'est dans le top, là. De savoir maintenant que si l'opération avait eu lieu, que tu n'en serais pas là, même avec du recul, tu dois avoir un certain sentiment où est-ce que tu as l'impression que tu as été abandonné par le système, non? Le système médical, c'est tellement... C'est ambigu dans ma tête, oui, un petit peu, mais il s'est tellement bien occupé de moi dans la mesure où il était capable de s'occuper de moi dans notre société. C'est-à-dire que je crois que vraiment le maximum a été fait dans mon cas où mes médecins que j'avais qui me traitaient, ma psychiatre, il n'y a jamais eu de lacune. Il n'y a jamais eu d'oubli de rendez-vous. Il n'y a jamais eu de sentiment que je dérangeais quand j'appelais pour avoir des rendez-vous plus rapidement. J'ai été traitée avec un immense respect, une empathie, un sérieux. C'est vraiment le délestage et tous les temps, comme mes IRM qui ont été retardés. 1 an de retard d'un IRM, je peux en vouloir au système. Je ne peux pas en vouloir à mon médecin qui a demandé l'IRM 10 fois. Puis au technicien d'IRM qui est le seul dans l'Est du Québec qui peut faire l'IRM qui me concerne parce que c'est un IRM spécial pour moi. Donc, à qui en vouloir? Je suis une personne, là... Positive, très positive. Ah, je suis très positive. Parce que, j'aime mieux utiliser le terme croire que chaque chose arrive pour quelque chose, que les choses se placent d'elles-mêmes pour du meilleur ou pour améliorer quelque chose. Je crois que ma maladie m'a beaucoup améliorée, qu'elle m'a rendue une femme maintenant qui peut partager ses expériences, qui peut redonner, comme j'ai toujours voulu faire. J'aurais rêvé d'être à la radio, j'aurais rêvé d'être conférencière, pas nécessairement à la télévision ou faire des spectacles, mais vraiment avoir des discussions comme on a aujourd'hui, faire évoluer des sujets, donner mon avis, aller chercher des avis un peu
tout le monde. C'était un petit peu mon rêve de faire ça, de contribuer à faire réfléchir les gens puis aller toujours vers le mieux. Arrêter de chialer tout le temps sur ce qu'on n'a pas, mais voir ce qu'on a. OK? C'est pour ça que mon message, c'est toujours de voir, mais je me lève en santé un matin, j'ai déjà beaucoup. Je suis déjà très riche. Parce qu'avant, moi, le 11 mai 2021, disons, 2017-2018, moi, j'étais riche. J'étais riche, j'avais la santé, je jouais au soccer, je m'amusais, je sortais, je voyais mes amis, j'allais en voyage. Mais maintenant, je ne peux plus rien faire de ça. Donc, je n'ai pas la richesse. Alors, je crois sincèrement que mon cheminement de maladie m'a amené à pouvoir réfléchir comme ça maintenant. Parce que je pense pas que j'aurais réfléchi aussi sagement et sereinement si je n'avais pas eu toutes ces épreuves-là dans ma vie. Et je ne verrais pas la vie de la même façon que je la vois maintenant, aujourd'hui. Et probablement aussi que le fait que maintenant, tu aies un micro, que tu aies un stage pour pouvoir partager ton histoire va sûrement aider d'autres personnes et possiblement faire en sorte que tout ce qui t'est arrivé, positif ou négatif, va finir par avoir un impact positif parce que tout le monde va grandir de ça. Le système va grandir de ça. Les gens vont grandir de ça. Les intervenants vont sûrement grandir de ça aussi parce qu'à travers ton partage et ton parcours, tu laisses personne indifférent. C'est que je le souhaite vraiment parce que je ne veux pas tomber dans un mode accusation, frustration ou colérique parce qu'en fait, la seule personne à qui on nuit vraiment quand on fait ça, c'est à nous puis aux gens qu'on aime le plus autour de nous. On les inquiète. Je sais qu'il ne faut pas se cacher quand on pleure, tout ça. Je suis la première à pleurer devant les gens, mais inquiéter les gens autour de moi, puis qui s'inquiètent que je souffre, tout ça, pour moi, c'est plus souffrant quasiment que ma souffrance. Alors, le message que j'aimerais donner, c'est les petites choses à quoi on peut se rattacher. Moi, j'ai un petit chien que j'adore, là, je le regarde, puis on dirait que pour moi, ça vaut $1 million. Là. Donc, les petites choses auxquelles on peut se rattacher quand on se lève le matin, au lieu de penser à dans quelques années, j'aimerais savoir ça. Le moment présent. Le moment présent, mais aussi de croire que l'avenir peut être beau, mais en appréciant aussi ce qu'on a aujourd'hui. Donc, sans arrêter d'avoir des objectifs, des rêves. Parce que même moi, j'en ai encore des objectifs et des rêves. Je sais qu'il me reste que quelques mois à vivre. Il ne faut jamais arrêter d'en avoir. Mais si on ne les atteint pas ou si on les atteint moins qu'on aurait voulu, bien, se rattacher à ce qu'on a autour de nous puis essayer de se dire, mais Colin, finalement, hey, chanceuse, moi, j'ai un frère qui fait ça, j'ai une amie qui est merveilleuse, j'ai eu la chance de rencontrer aujourd'hui Hugo Girard dans un podcast. Pour moi, c'est majeur. C'est des choses comme ça sur lesquelles il faut focusser parce que sinon, on ne sera jamais heureux. Au final, la vie nous emmène plein de petits cadeaux qu'on a tendance à ne pas remarquer ou pas prendre le temps de s'arrêter pour l'apprécier. Exactement. Ben, quand je t'écoute parler, c'est le message que moi, ça me donne. Mais j'ai toujours été contemplative. Tu sais. J'ai toujours dit, si j'ai la chance de me promener dans la nature puis de voir un animal qui vit, qui survit, qui s'organise dans son milieu naturel, pour moi, je regardais ça puis j'étais là, wow, c'est magnifique. Je dis, il n'y a pas de besoin d'artifice, il n'y a pas de besoin. Il dort, il mange, il se reproduit. Tu sais, j'ai été quelqu'un qui admire la faune, la nature. J'ai toujours été connectée sur la nature. Puis, je me disais, j'aurais donc aimé ça être un animal, en fait, parce que dans le fond, c'est certain que j'aurais été heureuse. Le cycle de la vie se serait fait tout seul. Moi, maintenant, je me vois comme ça. Je suis rendue à 44 ans. C'est le cycle de la vie. Si j'étais née il y a 50 ans, je serais morte à 20 ans. Parce qu'il y avait zéro traitement. C'est incroyable la manière, le positivisme dont tu fais preuve, comment que tu nous amènes à voir les choses d'une manière où oui, on peut voir le pire, mais il y a quand même du beau là-dedans. Y a-tu des moments où il y a des choses que dans les moments plus difficiles t'ont aidé à te mettre un sourire sur le visage, puis à te remettre de bonne humeur, puis à te ramener sur la bonne voie? Ah, il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. Bien, à partir du moment, moi, ma décision au début, c'était un refus de soins que j'appelais. Puis après ça, bien, je me suis informée sur l'aide médicale à mourir. Donc, j'ai dit, éventuellement, ce sera cette année ou l'année prochaine, peu importe quand, je vais demander l'aide médicale à mourir quand je vais trop souffrir et quand ça va m'empêcher de travailler. Non, je ne veux pas devenir invalide. Et quand c'est arrivé le 5 octobre dernier, 2023, c'est parce que j'ai su que j'avais ma récidive et que là, il n'y avait plus rien à faire. On me proposait des opérations expérimentales qui allaient sûrement m'empirer.
Puis là, c'est sûr que sur le coup, mon médecin a pleuré comme un enfant dans le bureau. C'était triste, là, mais c'est moi qui le réconfortais. Wow. Tu sais, je lui disais, docteur X, là, je ne vais pas le nommer, mais vous avez tout fait ce que vous pouviez. Moi, je ne vous en veux pas. En tout cas, c'était beau. Il y avait un ange qui a passé cette journée. Puis je vais toujours seule à mes rendez-vous aussi, hein, parce que je ne veux jamais avoir d'influence extérieure. Puis je veux vivre mon contact humain avec mon médecin, puis je veux pouvoir me permettre de tout dire. Puis je disais, regarde, là, aujourd'hui, j'apprends cette nouvelle-là. C'était pas la nouvelle que j'espérais, que j'attendais. Par contre, je connais ma maladie, puis je m'y étais un peu préparée. Alors là, ce que j'ai fait, au lieu de m'en aller pleurer chez moi, et puis en plus, je me séparais. Je venais de me séparer, ça faisait 8 ans. Tu sais, c'était pas un bon moment. Je retournais chez mes parents. Puis mais j'ai 2 amis extraordinaires qui habitent au Lac-Sergent, dans la région de Portneuf, qui ont un chalet juste en bas de leur maison, puis qui m'ont dit, Catherine, n'importe quand tu as besoin d'une petite retraite, de venir te reposer, tu vas être dans ta bulle tout seul, viens-t'en. Puis là, je me suis dit, je vais appeler mon ami, je vais lui demander si le chalet est libre. Je l'ai appelé en sortant de l'hôpital. Il dit, viens-t'en. Et je m'occupe de tout, lui, il est chef cuisinier. Donc, il m'a préparé des plats. Il m'a mis ça dans le réfrigérateur. Je suis arrivée avec mon chien, j'ai passé 2 jours en retraite. Je me suis baignée, on était le 6-7 octobre. L'eau était super froide. Je suis allée nager dans le Lac-Sergent. Et là, je regardais, je prenais une grosse bière rouge. J'adore la bière rouge. Je prenais même ma canette dans le lac. J'avais même pas de maillot de bain. Puis je me disais, que la vie est belle. Et que là, je suis bien. Puis je regardais mon petit chien qui nageait pour la première fois. Puis mes amis qui me regardaient, mes 2 amis de gars qui étaient assis là, puis qui me regardaient, qui disaient, voyons, Catherine, tu viens de recevoir une mauvaise nouvelle, mais t'es donc bien belle à voir. Ah, je m'en fous, je profite. J'étais allée à Sac, j'étais allée chercher du champagne. J'ai dit, on prend du champagne, les gars, à soir, puis on se fait un gros, on a cuisiné, Cette journée-là a été magnifique. Le lendemain, j'étais allée faire les petites places dans la région, les petits marchés, j'étais allée m'acheter des petits... J'encourage beaucoup local. Je suis une fille qui veut vraiment encourager nos producteurs locaux. Puis là, je me suis dit, Catherine, ce que t'aimes beaucoup, c'est quoi? Je vais aller m'acheter des petits pots de ci, des petits pots de ça. Puis là, je suis partie avec mon chien, je suis allée me promener. Puis après ça, j'ai revu mes amis de gars. C'était un week-end extraordinaire, mais très simple en même temps. Puis là, après ça, je suis revenue chez moi. Puis j'ai dit, OK, go, on retourne travailler le même matin. Moi, je travaillais dans un bureau de député fédéral. Parce que quand j'ai perdu mon emploi, j'avais plus d'emploi. Puis là, les assurances finissaient. Et un député fédéral sympathique, que je nommerai pas, puis j'ai aucune couleur politique. Moi, je suis un petit peu... Neutre. Moi, je suis partout, moi. Des fois, je suis à gauche, des fois, je suis à droite. Des fois, moi, je suis vraiment je vais avec ce que l'actualité me propose, je me fais ma propre opinion. Mais j'avais envie de voir c'était quoi travailler en politique. Ça m'a toujours comme intriguée. J'ai toujours voulu aller voir c'était quoi, oui, essayer de changer les choses, ça. Puis on m'a engagée comme coordonnatrice de bureau de comté, donc dans mon coin, pour un député fédéral. Moi, je suis arrivée là, je n'avais jamais fait ça de ma vie. Et là, j'étais comme un poisson dans l'eau. Les citoyens qui appellent, qui ont des problèmes à régler. Wow. Là, je me suis sentie utile. Chaque jour que j'allais travailler, des gens qui ont plus de sous parce que leur chômage n'est pas rentré depuis des mois. Des vétérans qui sont sur le bord de passer à l'acte. Des gens qu'on donne des paniers alimentaires, qu'on réfère à la Saint-Vincent-de-Paul, qu'on met en lien avec des organismes. Un député, je ne savais pas que ça pouvait autant aider le quotidien des gens. Et là, moi, j'étais là, je répondais au téléphone. J'espérais aider le plus de monde possible dans une journée. Je voyais pas mes journées passer. J'étais heureuse, là. Je revenais, j'habitais chez mes parents. Je dormais sur un futon. Puis mes journées, là, je sortais de là. Puis j'étais là, waouh, aujourd'hui, j'ai aidé monsieur aussi, monsieur. Des personnes âgées. Là, je revenais chez nous, je comptais ça à mes parents, on prenait un verre de vin. Puis c'était ça, ma vie. Tu sais, ça a été ça tout l'automne. C'est vraiment beau, ça. Tu sais, quand tu revenais chez toi, justement, le soir, y a-tu des émissions que tu regardais qui te faisaient du bien? Ah, ben tout ce qui est... moi, j'ai le volet. C'est drôle, j'en parlais avec Félix tout à l'heure. J'ai toutes les émissions de True Crime. Moi, j'ai ce côté-là. Hein? Je suis super up la vie, mais j'ai tout le côté... J'écoute beaucoup de livres audio et beaucoup de podcasts. Beaucoup de podcasts québécois, là, entre autres... tout ce qui est sur le true crime, les disparitions, tout ça, là, je suis une fan finie. Et malgré que c'est toutes des histoires qui sont tristes, on dirait que je me comparais à pire puis que je me trouvais bien. Puis y a-tu des séries québécoises? Oui, il y a des séries qui... Ben là, c'est certain que moi, là, c'est vraiment pas parce que c'est toi. C'est vraiment que à vos risques et périls, je l'ai réécouté et réécouté et réécouté. J'ai une fascination pour ce type d'histoire-là. Ça m'a captivée. Ben, Il en faudrait plus. T'es pas loin de ça. True crime, c'est des choses qui se ressemblent. Mais tout ce qui est se mettre légèrement en danger ou aller voir une réalité
difficile, puis se comparer, puis se dire, ah, il y en a qui vivent vraiment comme ça, puis se remettre en question, puis se dire, mais dans le fond, ma vie est quand même bien, là, je suis bien au Québec, puis je suis chanceuse, tu sais. Tout ce qui est un peu dark, je dirais, qui est un petit peu, mais pas les films d'horreur, là, pas ces choses-là, mais des histoires vraies, des documentaires, réalités, tout ça, j'adore ça. Puis sinon, ben, je vivais aussi beaucoup. Ben, c'est une émission américaine qui m'a marquée, ça s'appelle 1 million de petites choses. Puis je l'ai écoutée en rafale en m'entraînant. Je m'entraînais tout. Ah, c'est ça, je revenais de travailler puis je faisais 1 heure de cardio sur le tapis roulant. Puis j'écoutais mon émission 1 million de petites choses. C'est une femme qui a le cancer, qui combat, puis qui un jour elle décide d'abandonner son combat. C'est une émission américaine. Puis c'est très long, c'est 5 saisons. Puis ça m'a vraiment comme aidée. Je me suis beaucoup identifiée à cette femme-là. Puis je sais pas, ça a tout cheminé dans ma tête. Je m'entraînais. Si je te dis Léo. Hey, Léo, c'est parce que je l'ai écouté. Léo, Léo, je peux te dire, Fabien Cloutier, d'ailleurs, j'ai vu son spectacle, et Léo m'a empêché de me suicider. Ça, là, je peux l'affirmer. Ça, je le dirais, là, je le crierais là, sur le parvis de l'église, là, dans la petite ville à Léo. Sincèrement, dans ma dépression majeure, qui a été en 2022, écouter des Léo en boucle, toute seule en haut, enfermée dans ma chambre, mon chum qui sait pas quoi faire de moi parce que je me cache, je me trouve laide, j'ai la paralysie faciale, j'ai mal, je souffre. Puis là, j'écoute Léo, Pougiot, Chabot, j'y connais toutes, là, puis j'y connais toutes par cœur, là. Mais je vais te dire, là, Léo, ça a été l'émission coup de cœur de ma vie. Wow, c'est Et Fabien Cloutier, c'est l'homme le plus simple, le plus drôle. Je ne suis pas une fan d'humoriste, mais c'est le plus drôle au monde. Je ne sais pas pourquoi ça m'a touché comme ça, Hugo. J'aurais aimé ça vivre dans un petit village. J'aurais aimé ça vivre ça. Aimerais-tu ça vivre quelque chose? Oui. J'ai de quoi te montrer. Reste là. OK, je reste. Ah, c'est Fabien. T'as juste besoin de J'ai peser juste. sur Play. Je vais y aller. Salut Catherine, c'est Fabien Cloutier. Écoute, je m'habille pas en jaune de même. Là. Je suis sur une journée de tournage. Mais j'aurais aimé ça, te rencontrer aujourd'hui, mais malheureusement, je peux pas être là. Sauf que, tu sais, dans la vie, des fois, il faut s'inviter. Fait que moi, je m'invite à aller te voir. Je m'en viens. Je m'invite à aller te voir à Québec, à aller prendre un verre de vin avec toi, aller manger. Si ça te tente, je vais passer. Je m'invite chez vous. Fait que si tu acceptes ça, ben je vais passer. Alors, je te dis à bientôt. Disons-nous à bientôt. Je vais aller te voir, Catherine. Ça me fait vraiment plaisir. Fait que bonne journée, puis prends soin de toi. Je l'aime tellement. C'est un homme tellement sain. Regarde, tu sais, on dirait que c'est un membre de ma famille. Juste de le voir, ben, je vais avoir de l'air niaiseuse. Mais c'est pas grave, il doit être habitué, là. Il doit en avoir là, du monde, Et tu un peu réalises-tu qu'il groupé. va aller te voir? Oui, je le réalise, mais c'est parce que je me dis, je vais être à la hauteur de le rencontrer. C'est comme mon idole, là, tu sais. Mais moi, je rêverais d'être tout seul avec puis de jaser avec au bord du bar, tu sais. Mais tu vas pouvoir faire ça chez toi, partager un verre de vin. Je pense que tu réalises pas, là. C'est pas juste pour le show. C'est une vrai. invitation, puis t'as peur, il y a d'autres choses. C'est vrai. Y a-tu un party ici? Allô? Comment ça va? Ben, attends, là, bonjour, Hugo, mais laisse-moi aller voir. Catherine. On peut se faire un câlin? Geneviève de Chambord. Bon, Patricia, ça va faire l'affaire. Allô? Patricia Martin, t'es la plus belle fille du monde. J'aimerais ça que mon chum t'entende. J'ai toujours rêvé de te voir. Ben, voyons, Moi, c'est assieds-toi, là. Catherine. Ben, Patricia, Tiens, viens, Patricia, viens t'asseoir de l'autre côté. regarde. C'est le fun, on va pouvoir se jaser ça. Ah, t'es pareil, comme je le disais. T'es pareil. On dirait que t'es comme quand t'étais dans la chambre en ville. 30 ans de plus, Ouais, mais ça va peut-être? pas. Je suis tellement Hey, contente de te salut. rencontrer. Ben, ça me fait plaisir. Ah, merci. Ça me fait Merci plaisir. Merci pour... Le beau Fabien. Parce que oui, parce que moi, je suis pas une groupie. Tu sais, souvent, les gens, ils trippent tous sur les mêmes artistes tout le temps. Mais Ouais. moi, là, je suis une fille nostalgique, là. Puis je repense toujours à toi dans Chambre en ville. Ouais. Moi, je voulais être Geneviève. Mais t'avais quel âge? Moi, j'ai 44. Oui, c'est ça, mais Puis- il y a une trentaine d'années, tu étais toute petite. Je devais avoir 10 ans, peut-être, OK. là, dans ce coin-là. Parce que mais moi, je les ai pas écoutés, là. Hugo, j'étais la sportive. Oui. Alors, J'ai j'étais... connu ça, Chambre en ville Oui, aussi. bon, ça va, ça me rajeunit Avec pas. Marc-André. Marc-André, Puis là, Marc-André, exactement. c'était mon profil type de chum que Ah je oui? recherchais, là. Oui, oui. Bon. Donc, moi, je me souviens de tout de ça. Marc-André ou Fabien? Fabien, ce serait mon grand frère. Ah Ça serait- oui? C'est parce que Fabien, là,
Non, Fabien, c'est pas... Quand j'ai été en dépression, une vraie dépression majeure, là, comme tout le monde, là, je sais c'est quoi la santé mentale, je sais c'est quoi une dépression, mais de vivre une vraie dépression majeure, moi, je croyais que c'était des gens qui allaient être, en institution, là, qui allaient être hospitalisés pendant des mois et des mois. Mais moi, j'en ai eu une dépression qui a été déclarée majeure. Je prenais des très forts médicaments. Ça a été entre 2022 et ça a duré 6 mois, 8 mois, où j'ai été même hospitalisée en thérapie de jour pendant 2 mois à l'Institut de santé mentale. Et c'était dur. J'étais avec des toxicomanes, j'étais avec des gens qui l'avaient vraiment, vraiment dur. Disons que c'était une période très, très noire de ma vie. Et là, j'ai eu des grosses idées noires. Là, j'en ai eu. J'avais tout fait mes plans, là. Mes plans, ils étaient établis. Moi, je savais exactement toutes les façons pour arriver à mourir à Québec. Juste pour te mettre en contexte, Patricia, Catherine, elle a une maladie qui a attaqué son oreille. Puis, suite à un paquet de circonstances, la COVID est arrivée, puis il y a des opérations qui n'ont pas eu lieu et ça a fait en sorte que... Ça a déboulé. Ça a déboulé, les séquelles de ça. Oui, c'est ça. J'avais entendu parler de ça. Donc, oui. Puis là, le 12 septembre prochain, c'est ça. Catherine a décidé d'utiliser l'aide médicale à mourir pour... Je vais faire ma demande officiellement le 2 juillet. En fait, là, j'ai déjà été pré-acceptée. J'ai mon médecin de famille qui a donné son avis médical physique. Il manque le médecin qui va donner l'avis médical au niveau mental. Mais ça, c'est correct parce que je suis suivie en psychiatrie. Donc, il ne devrait pas y avoir de refus. Ça devrait être accepté. Parce que tout ton cheminement est fait et tout le processus qui est clair, net et précis pour toi. Toi, tu n'as pas d'enfant? Non, je n'ai pas d'enfant. Puis c'est drôle, hein? Puis je reviendrai sur Fabien parce que j'ai vraiment quelque chose d'important à dire sur ça. Mais j'étais très jeune, et j'adore les enfants. Moi, là, les enfants, c'est ma vie. J'ai étudié en éducation physique, puis tout ce que je voulais, c'était enseigner à des maternelles, des premières années, puis j'adore les enfants. Je lis très facilement avec les enfants. Mais j'avais dit à mon amie, une de ma garde rapprochée, on est 4 filles, puis on se tient depuis qu'on est tout petite, tout primaire. Quand j'étais petite, on était où l'église? C'est drôle. On était juste devant l'église en Ancienne-Lorette. Je viens de l'Ancienne-Lorette. Puis j'avais dit, Maryse, moi, puis ça, c'est vrai, là, elle s'en souvient encore. J'ai dit, il y a 2 choses que j'ai une certitude dans ma vie. Je vais mourir jeune, puis je n'aurai pas d'enfant. J'avais 12 ans. À 12 ans? Secondaire 1. Oui, secondaire 1. C'était au début que je commençais à être femme. Je venais d'avoir mes règles. Puis j'avais dit à Maryse, je vais tout faire pour jamais avoir d'enfant parce que je vais mourir jeune. Fait que moi, je vais prendre ça au sérieux, la contraception. Puis elle m'avait dit, mon Dieu, c'était comme si j'étais très, très... Comme j'avais 18 ans quasiment. Je parlais c'était un discours très mature. Mais je le savais en dedans de moi parce que je savais que cette maladie-là, on me l'avait expliqué déjà. Puis je savais qu'il n'y avait pas de recherche qui se faisait là-dessus. Puis je me disais, c'est une maladie orpheline. Dans le temps, c'est comme ça qu'on l'appelait. Je me disais... Pourquoi mettre... Je pensais déjà à ça à 12 ans. Je me disais, pourquoi je mettrais des enfants au monde pour les laisser orphelins de mère si je meurs à 40 ans? Moi, pour moi, ça ne fonctionnait pas du tout, là. Mais non, mais moi, ma question, justement, c'était ça. C'est que quand tu prends une décision puis que y a des gens proches qui dépendent de toi, c'est sûr que la décision, elle doit être différente. Je ne sais pas, ou peut-être pas. Certainement. Mais, tu sais, ça reste que les proches... Ça reste que tu as des amis, tu as une famille quand même. Oui, vraiment. Puis les gens autour, parfois, leur réaction peut être différente. C'est pourquoi ou peut-être pas. Ils m'ont tellement vu souffrir. Quand tu vois quelqu'un, les plus proches, disons, là, on va dire les femmes. Les autres, là, j'ai été capable de clarifier un par un quasiment. J'ai vraiment eu des téléphones avec, tous mes anciens conjoints. J'ai eu quelques conjoints très importants dans ma vie. J'ai pris le téléphone, je les ai appelés, je les ai expliqués. C'est vraiment des gens que j'ai pris le temps d'expliquer ma douleur, ma souffrance, que c'était une décision réfléchie. Mais les gens qui me connaissent bien, ils me voient prendre de la morphine. Ils me voient que je ne peux plus travailler. Moi qui ai toujours été une travaillante, je travaillais. C'était ma vie, travailler. Là, puis ils me voient souffrir, me voir partir d'une soirée, l'œil complètement rouge, puis là, avoir mal ici, puis là, prendre mes petits cachets de morphine, puis... C'est pas moi, ça. Mais ça, c'est des personnes proches très de toi. Très proches de moi. Oui, c'est mes amis. Tu sais que je t'entendais parler à 12 ans. Le chiffre 12, pour toi, là, c'est un chiffre qui est important. Tu sais. T'es au monde 12. Le 12. À 12 ans, tu dis ça à tes amis et tu vas partir le 12. Le 12, oui. 2024, 24 divisé par 2. J'ai tout le 12 partout dans
Dans le 12, il est partout. C'était mon chiffre au soccer. J'ai C'est toujours ton porté numéro le au 12. soccer? Oui, j'ai toujours Ah, porté mon le Dieu, 12. mais il y a ouais. quand même beaucoup Oui, de... oui, C'est une drôle de coïncidence, quand le même. oui, c'est pour ça aussi que j'ai un peu choisi le 12 septembre, ben pour 2 raisons. Parce que je voulais faire de ma naissance une renaissance, parce que je suis croyante, puis je veux faire ça un service religieux dans l'église de l'Ancienne-Lorette, à mon église. Et en plus, je suis chanceuse. Tout est dans tout. Oui, puis je retourne dans la terre de l'Ancienne-Lorette parce que je serai dans le lot familial Ouais. de mes grands-parents. Étant donné que j'ai pas d'enfant, ni de conjoint marié, tout ça, tu sais, j'ai un conjoint, mais lui, il va être enterré dans sa famille, tout ça. Oui. Mais moi, j'ai ma place avec mes grands-parents à côté de la belle église de l'Ancienne-Lorette, qui est une magnifique église, où j'ai chanté, parce que moi, j'étais une chanteuse aussi. Je chantais pour les mariages, je chantais pour en tout cas, pour les événements saints. Dans les célébrations. Dans l'église. Ah, ça. Oui, dans Wow. l'église en haut, là, souvent en capella. Puis, ça me rappelle des merveilleux souvenirs quand je rentre là. Je suis bien quand je rentre dans Ben, cette église-là. oui. C'est le fun d'entendre parler de ça parce que la religion, c'est maintenant devenu un peu tabou. Là. On en parle moins, puis de voir que pour toi, c'est important, puis ça semble t'avoir aidé. Là. Ça a une signification. À 44 ans À 44 ans. Oui. Oui, tout à fait. Ça a une signification, mais ça n'a pas un... J'ai pas peur d'aller en enfer. Exemple, je n'irai pas me confesser sur mes péchés de 25 à 35 ans, disons, où j'ai fait le party en masse. Je pense que c'est tout. On devrait consacrer l'entrevue à 25-35 oui, ans. et ça a l'air comme ça serait wild. drôle. Mettons 20. Mais disons que j'ai vécu très intensément aussi. C'est bon. Oui, puis ça fait partie du fait que Tu savais j'ai que toujours vécu à fond. Ouais. Je me suis parfois mis en danger, mais jamais trop. Puis j'avais comme tout le temps le sentiment, mais il faut que je le vive. Ouais. Donc, mais je m'en suis toujours sortie. Alors, ma vie, elle a été remplie. Je pourrais dire qu'elle a été intense, mais elle a surtout été belle. Elle m'a fait vivre des émotions riches, là. Probablement parce Ouais. que tu as toujours su que tu allais partir plus tôt. Puis pense ton que chum, oui. lui, comment il trouve ça, ta décision? Ton nouveau chum, Oui, mon que je beau connais Marc. bien, Marc. Oui, Marc qui travaille pour BMR depuis longtemps. C'est une belle histoire, ça. Moi, c'est des histoires de même. Je suis une romantique, je suis une amoureuse de l'amour. D'ailleurs, je m'étais déclarée dépendante affective. J'ai toujours eu besoin de me faire rassurer par le regard d'un homme. Puis là, j'avais arrêté quand j'avais pris ma décision d'aide médicale à mourir. Je me séparais. Moi, c'était fini, mon cœur, là. Il y avait des couches et des couches et des couches, puis il n'y avait rien à faire, là. C'était l'amitié, la famille, rien d'autre. T'as mis le cadenas, t'as Et acheté la clé. oui. Puis je ne laissais plus aucun homme rentrer dans mon cœur. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé avec le beau Marc? Marc, il jouait au hockey dans le Bantam 2A quand il avait 15 ans. À l'Ancienne-Lorette, on a un tournoi très, très, très fort de Bantam. Le tournoi Bantam de l'Ancienne-Lorette. En 1993, moi, je courais après les petits gars en 93. Tu avais quoi, 10 ans? J'avais 13 ans, lui 13 avait ans. 15. Puis j'étais en secondaire 2. Puis j'avais dit à mes parents, s'il vous plaît, on héberge des bantams, tu sais, ça va être le fun, tu sais, comme T'avais j'aime le prévu hockey. le coup, toi, là. Moi, j'avais prévu le coup. Puis j'avais regardé c'était qui les meilleures équipes. Puis là, je connaissais les organisateurs. Moi, je disais, moi, je veux les élites de Salaberry. Tu sais, eux autres, c'était Châteauguay. C'est une grosse équipe. Mais oui, c'était les meilleurs. Tu sais, il y avait. Mais es-tu en train de me dire que ce gars-là, tu l'avais déjà rencontré? Oui, c'est ça. Et c'est Marc. Puis Marc, c'était le co-chambreur de Daniel. Mais tu qui me est- niaises? Je te jure, mes 2 amis, écoute, ils sont restés 3 jours chez nous, sont revenus la fin de semaine après. Je pense qu'ils ont fini en finale, ils ont perdu en finale. Ça a tellement connecté avec ces 2 gars-là. Je suis pas tombée en amour, là. C'est devenu des très bons amis, mais vraiment des bons amis, qu'on a correspondu des lettres, là. J'ai encore toutes mes lettres. Hey, des ça paquets, n'existe plus, ça. Là. J'ai 2 gros paquets de lettres, là. Daniel OK. 15 ans Archambault. encore. Daniel Archambault, Marc Doré, oui. Oui. Daniel a joué pour les Foireurs de Val-d'Or. Il a quand même fait une belle carrière. Puis Marc, lui, il a arrêté plus tôt de jouer. OK. Mais on a correspondu jusqu'à ce que j'ai 20-22 ans. Puis après ça, il y a eu comme Un vide. un vide? Oui, Fait que on c'est s'est quoi, retrouvés c'est par Facebook? Non! Oui. On Les s'est réseaux retrouvés- sociaux. Oui, par Facebook. Puis moi, je suis pas une fille qui est beaucoup sur Instagram ou les autres médias sociaux, mais Facebook, je l'ai toujours bien utilisé avec mon travail. Mhm. Puis là, un jour, Marc, il m'écrivait un petit « Allô? » Il m'appelle Catou. Donc, « Salut Catou, juste prendre des petites nouvelles. » Lui était en couple depuis longtemps. Moi, j'avais ma vie. J'ai été en couple longtemps aussi. Mais à chaque année, « Bonne année Catou. Salut Catou, comment ça va? » Tu sais, juste des petits... Il me relançait tout le temps. Mais moi, je le voyais vraiment comme un ami. On était en couple. Et là, le 22 juillet dernier, quand je me suis séparée, je me suis fait hospitaliser en psychiatrie parce que la rupture a été horrible. Ouais. Est arrivée du jour au lendemain sans que je m'en rende compte. Là. C'est comme fini. Une relation de 8 ans OK, avec il mon homme, n'y a pas eu de moment où tu sentais ça venir. Là. sûrement un peu.
Mais vu que je recommençais à travailler, puis que je redéployais mes ailes, puis que je reprenais confiance, j'avais l'impression que le pire était derrière nous, puis qu'on remontait. OK. Fait qu'il t'a laissé pendant la maladie. Là. Le 22 juillet, quand je remontais tranquillement, là, on savait qu'il avait récidé, mais c'est que mon ex, il est tombé au combat. Il a fait une dépression. Il est tombé. Il était plus capable. Mais À comme cause de ça. à cause comme de moi, proche à cause de aidant, moi. comme Ouais. proche aidant, C'est ça. entre guillemets. On là. pourrait dire C'est ça. sûr que c'est beaucoup émotionnellement. C'est Ouais. très dur de voir quelqu'un comme ça qui fait des plans de suicide, là, puis qui part avec T'avais ses déjà clés. commencé. Ah, ouais. Ouais. Moi, je suis partie avec mes clés d'auto, mes photos, puis j'ai dit je t'aime, mais Ah, tabarnak. non, je faisais des affaires de même. Puis tu sais, j'étais pas gelée, puis j'étais pas en boisson, là. Fait que J'étais ça a tout- été une rupture difficile. extrêmement. Puis là, tu avais fermé ton cœur. Puis là, à quel moment Marc est Ben, Marc, réapparu? ce qui est le plus extraordinaire dans toute l'histoire, Patricia, c'est que le 22 juillet, je me fais laisser. Je pars en ambulance, j'ai un choc complet. J'arrive en psychiatrie à l'hôpital, je me réveille là, je suis tout mêlée, il me donne des médicaments, des calmants. Et le 23 au matin, j'ouvre mon cellulaire, j'ai un message de Marc. Ça faisait 1 an et demi qu'il ne m'avait pas écrit. Allô, Katou? Allô, Katou, comment Wow. ça va? Qu'est-ce qui se passe de beau dans ta vie? Tantôt, tu mentionnais là, qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. Non, mais là, ça, on n'en est pas revenu, nous, là. Tu sais, c'est 1 an et demi qu'on se parle pas. Et puis là, il me dit, moi, je viens de me séparer. Alors, il se séparait en même temps que je me séparais. Il m'écrit quand je rentre en psychiatrie. Et à partir de ce jour-là, on s'écrit un petit peu à toutes les semaines. Mais je vois qu'il veut qu'on se voit. Mais non, mon ami, t'es mon ami, Je ne voulais... Je savais ce qui s'en venait. J'ai dit, quand je vais refuser les soins, est-ce que je vais refaire vivre... Et que je trouvais ça cruel de refaire vivre ça à quelqu'un. Hey, je l'ai vu souffrir, mon ex, là. Je comprends. Mais restons dans l'histoire d'amour. OK, dans le beau. Oui, dans le beau. Oui. Fait que là, là, on est comme mis à la mi-été. Oui. Puis là, à quel moment ça... Mais ça a été beau, par exemple. On s'est revus, ça faisait depuis 97. Parce que aussi, j'étais allée à son bal de graduation. Ça aussi, c'est beau. C'est ça, c'est Parce vraiment que dû, J'étais là. plus jeune, puis là, tes amis l'écœuraient, jeune. Mais lui, il voulait Catou. Il dit, moi, c'est Catou. Puis j'étais allée à son bal de graduation. Il a été gentleman avec moi. Après, ils sont venus me reconduire. Puis on s'est revus quelques fois, mais on s'est jamais revus. Et là, arrive le moment où on se dit, ben là, on est rendu au mois de novembre, octobre, on se parle à tous les jours, on se confie tout. Et là, Il est au courant à ce moment-là de tes plans. là. oui, c'est dès le début. Dès le début, il sait. Puis Ça a avant été un de le des voir, premiers. tu l'as rappelé que tu Oui, as des plans. toujours. À toutes les fois qu'on se parlait, je lui disais que j'entamais une démarche d'aide médicale à mourir, mais je n'avais pas de date encore, mais que ça allait être très dur d'être dans ma vie. Hey, Puis il est là pareil. Il est là pareil. Tous les jours, j'y ai dit. Tous les jours. Il y a pas Puis même encore, à tous les matins qu'on se voit, j'ai dit. Et là, à un moment donné, on a dit, ben, faudrait bien se voir. Et lui, il allait pour BMR au Saguenay, parce qu'il y a des BMR au Saguenay dont il s'occupait, il était formateur. Il dit, je vais arrêter, on ira à l'hôtel, parce que j'habitais chez mes parents. Moi, j'étais retournée chez mes parents, lui avec. Les deux, on habitait chez nos parents en Ben même oui. temps, tu sais. Puis dans Ben les oui. mêmes comme Ben oui. circonstances que quand on était Oui. jeunes, dans la même maison où j'étais allée, c'est drôle. Et là, il me dit, ben, on pourrait aller à l'hôtel, tout ça. Moi, je dis, ouais, mais écoute, là, oui, parce qu'on n'a pas de place pour se recevoir, là, tu sais. Mais Le restaurant, ça aurait peut-être été. oui, mais il fallait qu'il dorme. On est L'hôtel. allé. Mais là, c'est à cause qu'il fallait dormir. OK. Tu sais? Fait que, mais on était tellement à l'aise comme amis qu'on s'est dit, garde, il n'y en aura pas de malaise. On vivra comme ça arrivera. Oui. On s'est vraiment pas mis de stress. Puis Marc, c'est vraiment un gars génial. C'est un nounours. C'est un gars extraordinaire. Ça n'a aucun sens. Et là, il m'a dit, garde, pas de stress, Katou. Il n'y en aura pas de stress. Si je m'en aille, je vais m'en aller, puis je reviendrai. Puis tout ce que... Ça s'est bien passé. Mais le plus drôle là-dedans, savez-vous la première fois où on s'est revus? Devant mon député fédéral, parce que j'ai travaillé pour un député fédéral pendant 1 an dans le bureau de circonscription, mais vraiment pas à saveur politique, juste pour aider les citoyens. Mhm. Puis, c'était à Saint-Augustin. Marc, c'était sur sa route. Donc, il a dit, ben, tu sais, tu veux qu'on se veux-tu que j'arrête de voir ton député? Veux-tu me le présenter? J'ai dit, ben oui, il est en circonscription cette semaine. Il est toujours à Ottawa, il est là. Je dis, ah oui, donc on va, regarde, tant qu'à se mettre ça stressant, là, on va se le mettre encore plus stressant. Viens me voir à mon travail. Alors, c'est là qu'on s'est revus, puis tu sais, qu'on s'est étreint, puis là, il y a le député qui arrive. puis- Ben, voyons donc. ah, oui. écoute, c'était incroyable. Puis là, le député, il dit, ouais, mais là, c'est ton chum. Il me demande ça devant lui. Je dis, ben, on Un peu compliqué. Vous avez Bon. mis ça pour que ça soit awkward un petit peu. Ah, là. Ben, oui. totalement. On voulait quasiment écrire un livre. Et dans le donc, fond. comme il savait que tu avais comme idée de partir,
Depuis, parce que là, je calcule que ça fait comme un bon 9 mois que vous êtes ensemble plus Oui. officiellement. Oui. Il est toujours là, il t'appuie là-dedans, puis il C'est un est être qui est très serein. spirituel. Il y a, Ah, il y a une OK. grande spiritualité. Il a perdu son père, il était assez jeune aussi. Puis c'est les deux, on croit très profondément qu'il y a quelque chose après la mort ici sur Terre. Les deux ensemble, on n'essaie pas de convaincre personne, mais nous ensemble, quand on discute, on se dit ça se peut pas que tout ce cheminement de vie-là se soit fait depuis le tournoi Bantam jusque-là, que tout arrive de même puis qu'on se retrouve pas. T'sais? Donc, on a une grande confiance que ce n'est que le début de quelque chose de plus gros encore qui nous attend à quelque part et on ne sait pas où. Wow. Mais on y croit profondément. Marc y croit. Puis Marc, ce que j'ai décidé de faire, il adore la cuisine, le barbecue. Et d'ailleurs, c'est lui qui cuisine ce midi pour nous. C'est un passionné. J'y souhaite tellement de travailler là-dedans un jour. Et ce que j'ai décidé, c'est que puis là, moi, je parle de ça bien concrètement. Moi, j'ai fait mon testament, ça fait longtemps. Toutes mes choses sont réglées. Et je veux que tout le monde ait un petit peu de Catherine dans leur vie. Et Marc, c'est officiel. Tout ce qui est dans ma cuisine, tu as la priorité. J'ai même acheté une plaine de chat pour Marc. Que je ne T'as connaissais acheté pas. de quoi C'était- pour toi en planifiant que Oui, Marc allait que l'avoir? Marc allait l'avoir, puis qu'elle allait se souvenir de moi en faisant ses smash À burgers. chaque fois qu'elle allait Oui, manger. exactement. C'est ça. Puis c'est ce que je fais avec tout le monde. Tu sais, j'achète Wow. des petits trucs. Ouais, j'achète des petits trucs comme ça que je sais que la personne adore. Puis je personnalise, puis je me dis, j'en profite un petit peu. Après ça, je le donne pour que la personne sache que ça m'a rendue heureuse. Puis ensuite, la personne va l'avoir. J'ai une magnifique table de cuisine que j'ai achetée, une antiquité que je suis allée chercher sur Marketplace. Ça, je savais que mon ex allait capoter sur cette table-là parce qu'on est en très, très, très bon terme, Oui. mon ex et moi. J'ai dit, Dani, la table Est que à tu vois toi. là, je l'ai pris, sachant qu'elle allait te revenir. Tu sais. Wow. C'est des choses comme ça que... C'est incroyable c'est tout ce que tu fais pour les autres. J'ai une question pour toi, Patricia. Oui, vas-y. Tu n'as sûrement pas déjà vécu ce qu'on vit là présentement. Ben non. Ça te fait quoi? On entend souvent l'adage « un esprit sain dans un corps sain ». Et ça commence par quoi? Par une saine alimentation et aussi une bonne supplémentation. Avec Hugo Nutrition, on retrouve tous les suppléments nécessaires pour prendre du poids, perdre du poids ou rester en santé. Et ça, c'est très important. On a même des carrés protéinés, sans gluten, 100% naturels, avec 5 différentes saveurs, qui vous permet d'avoir une collation santé sur le pouce qu'on peut traîner avec soi. On le garde soit dans notre sac, soit dans notre voiture, dans notre sac de sport. Donc, quelque chose de pratique, de nourrissant qui va nous soutenir. Donc, on a vraiment une gamme complète pour faire en sorte d'atteindre vos objectifs personnels qui sont reliés à votre santé. On peut sortir un gars de la Côte-Nord, mais on ne peut pas sortir la Côte-Nord d'un gars. Avec la distillerie Québec North Shore, c'est un retour aux racines du Nord, avec 3 produits. La Volca est une vodka, mais tout le monde appelle ça de la Volca par chez nous. Un amaretto québécois avec des produits de la Côte-Nord émis. Et le Colonel Bob, un rhum épicé aux saveurs de la Côte-Nord. Vous voulez rendre votre événement un peu spécial et le rendre un peu plus festif? Avec les produits de la Québec North Shore, on ne peut pas se tromper. Santé. Ben, c'est particulier. En fait, j'ai perdu ma maman il y a pas 2 semaines. Hein? Fait Mes que- sympathies. Ah, mes sympathies. Mais il y a 2 semaines. ouais, Oh, je suis désolée. voilà. Fait que je suis un peu à la même place que toi en me disant que la vie continue, puis, tu sais, il n'y a rien qui se passe pour un rien. Quand j'ai eu cette belle demande-là, je trouvais que c'était cohérent avec tout ce que je vivais. Fait que c'est pour ça que j'étais très contente de venir te voir T'es ici aujourd'hui. aujourd'hui, Ouais. 2 semaines. C'est Ouais. très frais. Je te remercie beaucoup Ben parce oui. que tu aurais pu facilement... Ah ben, j'ai tout annulé. J'ai fait une petite sortie mondaine cette semaine pour faire plaisir à ma fille, mais tu sais, tout le reste, c'est parce qu'à un moment donné, tu veux vivre tes trucs, puis c'est Ouais, ça. je comprends, mais c'est une maman. Peu importe. Mhm. Fait que pour moi, c'est quand même assez... J'étais contente de venir te rencontrer aujourd'hui à cause de ça. C'est Hey, comme c'est si on beaucoup donnait un d'émotions. sens nouveau à la mort. Moi, je le vois comme ça. Parce que moi, ça fait 1 an que j'ai réfléchi là, tous les jours. Là. Puis ça n'a plus la même signification. Le Tu décès sais, n'a à plus tous la les même. jours, est-ce que tu y penses tout le temps? Est-ce que
tu vois la cime d'un arbre dans le vent, puis tu dis... tu sais, en Oui, fait, je c'est parce regarde qu'il y a le comme ciel, It's the final countdown. Ouais. Tout devient Tous comme... les moments deviennent Ben, des c'est derniers ça. moments. Exactement. Oui, Et là, c'est toi, vrai, tu par le exemple. sais. Oui, là, je le vois, là. Oui. Là, c'était ma dernière Saint-Jean. Ouais. tu sais. Mais je ne l'ai pas exagéré. Tu sais, c'était ma dernière Saint-Jean. C'est tout. Ça dépend de la façon dont tu le perçois. Tu sais, c'est ton dernier mois de mai, ton C'est- dernier mois oui. de juin, dernier mois de juillet. Dernière Donc, fête des pères avec exactement. mon papa. Tu sais, c'était. Tu sais, ce qui est le fun, là, j'ai écouté depuis le début, avant que Patricia arrive, c'est beaucoup ce que tu fais pour les autres. Ouais. Parce que tu donnes beaucoup. Puis regarde, Patricia ici, aujourd'hui, c'est pour toi. Fabien, c'est pour toi. Ben, Fabien, Tu sais, toi, là, j'en reviens pas. ton bucket list, c'est quoi? Y a-tu des choses que tu as envie Ben, de faire pour toi? Ben, c'était pas mal. C'est sûr que Fabien Cloutier, j'avais essayé de le contacter à quelques reprises en allant voir. Je suis allée voir son spectacle. Puis c'est parce que dans son spectacle, je suis allée voir le spectacle avec. Mon père, il a le Parkinson. OK? Il a la maladie de Parkinson. Puis il est quand même assez affecté, mais il est comme moi. Il est très positif, puis il fonce. Puis il essaye de garder le cap au jour le jour. Quand on est allé voir Délicat de Fabien Cloutier, après ma dépression, où là, je peux dire que Léo, je l'ai écouté, puis c'est vraiment ce qui m'a empêché d'avoir des idées noires. Puis là, j'étais allée voir Délicat, puis là, j'étais toute énervée, j'étais là, ça y est, là, tu sais, là, je le vois pour vrai, là, ce gars-là, tu sais. Puis j'ai dit, quand il a fait sa joke sur la paralysie faciale, l'avez-vous vu son spectacle? Non. Moi, je l'ai vu. Hey, là, j'étais toute énervée, puis à un moment donné, il fait une joke dure. Puis quand on est, tu sais, on parle de Jérémy Gabriel, avec Tout à Matt fait. Ward, il y a eu des débats comme ça. Puis là, moi, je suis dans l'assistante, puis là, je suis comme sa fan numéro 1, là. Puis là, il fait une joke que je qualifie de dure, mais non pas de irrespectueuse. Oui. Tu l'as pris comment? Ah, j'ai pleuré. Ça, je vais lui dire que je ne l'ai pas pris comme une insulte du tout, mais ça m'a vraiment fait... ça m'a fait... C'est quand il a fait son visage, puis moi, j'avais beaucoup de misère avec l'acceptation de mon visage parce que je perdais le visage, hein, c'est l'œil, c'est le sourire, c'est le reflet de l'âme. Puis je communiquais beaucoup avec mon visage. Puis là, je perdais ça, moi, avec la paralysie faciale. Puis tout le monde me regarde un peu bizarrement. Puis les enfants me regardent bizarrement. Puis je suis en train d'expliquer ce que j'ai. Là, quand il l'a fait, sa joke, là, ça m'a fait... Et là, je suis partie à pleurer. Mais ça, j'ai pas été capable de m'en empêcher. Puis là, je disais, OK, mais là, Catherine, là, c'est la vie. OK? Il a fait une blague. Lui, là, il te connaît pas. Il sait pas t'es qui. Il fait une blague comme ça dans son spectacle, mais il s'attaque pas. Je l'ai pas pris personnel, mais je l'ai pris comme une autre phase dans l'acceptation. C'est pour ça que c'est dur à recevoir, mais ça m'a beaucoup aidé de recevoir cette blague-là. C'est ce que j'aimerais lui dire. Donc, des fois, ils veulent se censurer un petit peu, parce que sur le coup, oui, ça fait mal, mais après, quand tu apprends à passer par-dessus ça, ça fait du bien. Parce que c'est comme si tu dédramatisais cette situation-là en bout de ligne, en parlant. Totalement, parce qu'en bout de ligne, pour lui, c'est de l'humour. Fait que, inutile de dire que s'il avait tout su ça, il n'aurait jamais fait cette blague-là. Mais en même temps, ça fait partie de la vie. Il y a des gens qui ont des paralysies faciales, il y a des gens qui ont d'autres types de paralysie, il y a des gens... En fait, il faut essayer de ne pas mettre ça plus gros que c'est, la paralysie faciale. Oui, ça fait partie de moi, mais ce n'est pas que moi. À partir du moment où j'ai entendu la blague de Fabien, là, j'ai sûr, mon père puis mon chum, il me regardait, puis là, il était là, oh mon Dieu, il va falloir qu'on la console. Tout ça, j'ai dit, non, laissez-moi dans ma bulle, là, je réfléchis à ça. Un soir, j'ai réfléchi à ça, puis j'ai dit, en fait, dans notre société, il y a des standards de beauté, c'est correct, mais il y a autre chose que les standards de beauté. Il y a la personnalité, il y a qui je suis, il y a ce que j'ai à offrir, il y a ce que j'ai accompli. Là, je me suis mis à voir les autres facettes de ma personnalité qui ne passaient pas que par mon visage ou par me maquiller, me mettre jolie pour sortir, ou avant, qui était si facile en tant que femme de dire on sort, on se met tout cute, tout ça. Non, moi, je n'ai plus cette possibilité-là parce que maintenant, me mettre du mascara puis me faire un facial, tout ça, c'est impossible. C'est de la douleur. Ça a changé ma perspective face à la beauté de la femme, cette blague-là. Puis ça m'a aidé à quelque part aussi à m'accepter telle que je suis. Mais je vais te dire une chose. T'as encore un beau sourire. T'es encore une belle femme. Puis c'est certain que toi, tu le vis au niveau personnel. Mais oui, tout ça, tu ne l'as pas perdu. Ça fait partie de toi. Puis c'est la personne que t'es. Que je suis rendue aussi. Exactement. Oui, c'est ça. Puis parce qu'elle parlait de son papa, puis tu sais,
Hugo, toi aussi, t'es papa. C'est sûr que la dernière affaire qu'on veut au monde, c'est voir partir nos enfants. Comment lui est préparé à cet événement-là? Là, je ne sais pas pour ta mère parce que tu n'en as pas parlé. Oui, là. ma mère, tu sais, c'est Miss organisation, Miss qui fait tout le monde, plein d'amis, tout le monde veut l'avoir, elle est toujours dans 5 à 7. Puis elle, elle est occupée, là, elle fait de l'étourdissement volontaire, qu'elle me dit. Elle, c'est comme si elle voyait un film en ce moment. Elle me dit, moi, quand je suis avec toi, c'est comme un film. J'y crois pas que ça peut arriver. Mais elle l'avoue au moins. Elle est capable de dire qu'elle est déconnectée de ses émotions. Elle va chez Winners, acheter un petit ci, elle va magasiner. Donc, elle se gère avec des activités. Beaucoup, beaucoup. Mon père, lui, avec son Parkinson, puis les médicaments qu'ils prennent qui augmentent un petit peu sa sensibilité, puis les médicaments que les gens du Parkinson prennent, des fois, les émotions sont un petit peu plus fortes. Mon père, lui, dès qu'on aborde le sujet, il pleure. Dès qu'on aborde le sujet, c'est quand même triste de voir ça. Tu sais, parce que mon père, Mon père, là, on parlait d'activité physique tantôt, puis ça a toujours été, moi, une partie qui prend 90 % dans ma vie, la santé, l'activité physique. Mon père, là, c'est un modèle, OK? Ça se levait, il allait nager, s'entraîner, bien manger, tout ce qu'il faut, toujours. Un modèle de saines habitudes de vie, ne fume pas, prend pas trop d'alcool, tout ça, et se retrouve à cause de gènes dans sa famille avec des maladies de cœur, un grave infarctus à sa retraite et le Parkinson à sa retraite, les deux en même temps. Un père top shape qui sort avec mes amis, qui s'amuse, qui est dans le party, qui a toujours le micro, un homme qui est aimé de tous. Puis du jour au lendemain, il apprend ces deux maladies-là en même temps et là, très rapidement, physiquement, ça paraît. Et là, ma mère, elle reste tout le temps top shape. Puis là, lui, ça paraît. Il commence à trembler, dépérir un petit peu. Il vieillit plus rapidement. Puis, lui, ça l'affecte beaucoup parce qu'il fait du vélo. Là, il n'est plus capable de faire du vélo, tout ça. Et là, de voir que sa fille va mourir avant lui, alors avec tout ce que lui vit, il se dit... c'est comme s'il se dit, je vais partir avec toi. Mais il fera pas ça. Il n'est pas suicidaire, mais je serai jamais capable de vivre sans ma fille. Pourquoi tu dis suicidaire? Parce que... Il n'est pas suicidaire. Non, mais l'aide médicale... C'est pas un suicide, non, l'aide médicale. c'est un soin, mais ce que je veux dire, c'est que lui, il ne peut pas demander l'aide médicale à mourir à cause qu'il a le Parkinson. C'est des maladies qui sont cognitives. Parfait, c'est bon. Mais il ne se suiciderait pas pour me suivre. Il ne trouverait pas un moyen alternatif pour me suivre. Il va encore aimer la vie, mais la vie va avoir beaucoup moins de saveur. Ça, je le sais. Ça me fait vraiment mal, ça, de penser à ça. Il y a une partie de lui qui va partir. Il y a une partie qui va de lui. mourir. Parce que papa puis Catherine, dans notre famille, on est 4. Petite famille classique. Catherine, la plus vieille, Francine, Claude, qui est plus vieux un petit peu que la maman, puis Marc-Antoine, qui est le plus jeune. Donc, tu sais, la petite famille classique. Ma mère, Marc-Antoine, fusionnelle. Catherine, Claude, fusionnelle. C'est vraiment classique Québec, là, tu sais. Puis... La petite fille à papa. Oui, puis la fille à papa qui a vu un homme travailler tellement fort pour qu'on manque jamais de rien, qui n'a jamais pris une journée de maladie de sa vie, qui se levait tous les matins avec passion, qui faisait du bénévolat, qui était impliqué dans la communauté, qui se démenait pour aider. Lui, il était aux ressources humaines à la Ville de Lévis, il était directeur des ressources humaines de la Ville de Lévis, puis lui, c'était les conventions collectives avec les policiers, les pompiers, c'était des gros dossiers. Mais ce qu'il voulait, c'était toujours traiter ça de façon le plus humainement possible. Alors, il a fait ses cours en médiation. Il m'a appris que, Catherine, tu peux avoir un travail que tu aimes, que tu te lèves le matin, que tu vas travailler, puis tu as toujours l'impression que tu t'en vas t'amuser ou que tu t'en vas changer les choses positivement. Puis ça, il a réussi à me l'inculquer. Moi, là, c'est ma plus grande richesse, là, c'est d'avoir toujours aimé mes emplois. Puis d'avoir toujours voulu aller plus loin dans mes emplois, puis aimer travailler. Puis pas pour un salaire, puis pas pour ce que je fais. Donc, le lien avec mon père, c'est ça. Il m'a tellement donné un beau cadeau, là, en me payant mes études, puis en me laissant changer d'idée, là. Puis en te laissant partir. Puis en me laissant partir, faire mes expériences. Oui, exactement. Oui. Ton père, là, t'a fait un beau cadeau, mais je pense qu'il peut être fier de sa fille parce que t'as eu une belle vie, là. Il te reste 2 mois à vivre, Catherine. Oui. Qu'est-ce qu'on te souhaite?
Bien là, on réalise des souhaits. Premièrement, on souhaite de prendre un bon verre de vin Fabien Cloutier. Ça, c'est retenu. Ça s'en vient, on le sait, c'est Là, prévu. Là. J'espère que Fabien va pas être fâché que je parle de Léo encore. Je crois pas, je pense que c'est un beau moment à partager avec parce lui. que oui. OK, parce que si j'aurais pas le choix. Je veux dire, c'est sûr que je vais sortir. Je sortirai tout au début, là. Mais passer un moment avec Fabien Cloutier, c'est sûr que pour moi, ça va encore me faire grandir un step de plus. C'est un homme qui, dans sa globalité, j'ai tout vu ce qu'il a fait. Je le trouve extrêmement humain. Il y a vraiment de l'humanité, là, même à coup de foudre. Je crois que tu as fait Avec Sébastien. avec Sébastien. J'écoute tous les coups de foudre. Puis quand ça a été lui, j'ai tellement trouvé sa simplicité extraordinaire. Non, Il y a quelque chose. Je te confirme. Puis c'est le genre d'homme, ami, que j'aurais aimé avoir comme ami proche, un mentor, un conseiller, quelqu'un comme ça dans ma vie. Donc ça, c'est sûr que là, bucket list, check, de rencontrer Geneviève de Chambraville, moi, je t'appelle encore comme ça. Parce que mes amis C'est disent... donc bien drôle, ça. Non, mais c'est parce que mes amis, là, ils disaient, toi, t'étais la groupie de Patricia et de Marine Orsini. Tu sais, moi, c'était comme... Ah oui, hein? Puis Jessica Parker. Pour vrai? Je vais lui Les faire le intrépides, message chez tout mon ça, ami. je dis, hey, je le sais que c'est ton ami. Je vois vos belles photos sur Facebook. Wow. Vous êtes C'est très magnifiques. drôle. Je vous suis tout le temps, là. Mais moi, j'écris pas les OK. commentaires, tout ça. Non, mais c'est pas grave. Maintenant, on va le savoir. Fait que là, c'est nous trois, là. Oui. Et plus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur ta bucket qu'est-ce que list? c'est ma J'adore bucket ta list? question. OK. J'ai toujours été un petit peu une fille tomboy. Puis, tu sais, maintenant, de nos jours, c'est moins bien vu de dire ça, mais moi, je le dis encore. Je me suis toujours tenue avec des gars, puis jamais, tu sais, comme autorisé le petit côté plus fille. Bien là, je me suis acheté une robe comme un peu de bal. Puis, je vais la mettre un soir que je vais aller manger à La Tanière à Québec, le restaurant La Tanière qui ont gagné des étoiles, en tout cas au Canada. Puis là, je veux sortir, je m'en fous d'être trop habillée, d'être trop chic, puis d'être trop... Je veux sortir habillée comme si j'allais dans un gala, quasiment, là, parce que là, le propriétaire m'offre le repas complet, ainsi que mes 3 meilleures amies du primaire. Wow. Donc, les 4 filles, on sort en ville, puis on sort à La Tanière. Puis j'aimerais ça continuer de découvrir quelques petits restaurants. Comme là, mes cousines m'amènent à La Bête, à Québec. Peut-être que tu le connais, ce Oui, je connais restaurant-là. très bien. Très bon restaurant aussi. Bon, c'est... Je OK, sais que c'est toujours cliché. épicurienne. Je sais que Ouais. le fameux mot épicurien, là, on Ouais. le sort, mais je me suis jamais permis ça. J'étais une fille qui mettait beaucoup de sous de côté pour ses REER. Je savais que j'allais mourir jeune, mais des REER, d'un coup qui m'en manque, m'acheter des petites autos. Ouais. Mon auto est payée, tu sais. Donc là, je me retrouve avec des sous dont je veux profiter. Et là, qu'est-ce que je fais? Je peux pas voyager, j'ai trop de problèmes avec ma Mais condition. je comprends, mais c'est drôle parce que, tu sais, dans les films, quand les gens sont dans le corridor de la mort, Oui. souvent, ils vont, tu sais, c'est toujours un peu ramassé, là. Puis là, ils vont dire, mais quel dernier repas voulez-vous manger? Mais c'est un peu ça. C'est quoi Fait ton que- dernier repas, toi? C'est ma dernière question. OK. La dernière question. Ben moi, ça va surtout être un dernier vin. Ah ouais? Oui, parce que j'adore. Ça, c'est un autre de mes rêves d'avoir été sommelière. Là. Je m'intéresse énormément au milieu des vins. Puis, ce que j'aimerais, ce serait partager un repas avec Marc. Lui, il me cuisinerait sur le barbecue, quelque chose que je connais pas. Puis boire un vin. Là, je me suis fait venir quelques super toscans, là, mais de choisir lequel. Là, je commence à regarder, mais ça va être ma dernière coupe de vin plus que mon dernier repas. Ça va être un bon. Soit un bon Amarone ou un bon Chianti, un toscan, un vin toscan. Puis ça va être juste avant les injections, là, avec mon petit chien dans mes bras. Puis là, ça va être chez moi. J'ai pris la décision que ce serait chez moi, au lieu d'aller à l'hôpital. Parce que mon petit chien, il faut qu'il soit là. Absolument. C'est mon bébé. Puis après ça, le reste, j'ai plein de décisions à prendre là, d'ici là, quelques semaines, là, comme qui va être là. Puis... Mais là, le reste de l'été, là, je règle ça là, et je vis. Mais je te souhaite de vivre les 2 mois et demi les plus intenses de ta vie. Merci beaucoup, Patricia. Merci beaucoup. Mais merci. C'est tellement agréable dans le contexte dans lequel on est. Puis Catherine, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Puis C'est à toi, le merci. Le 12 septembre, je vais prendre une coupe de vin, moi aussi. Oui, bien, tu prendras celle Pour que je t'ai t'accompagner. apportée. Un toscan. Ouais. Tu Tu m'as prendras apporté une bouteille de vin? Je t'ai apporté, je me suis un petit peu informée sur tes goûts, puis je t'ai apporté quelque chose que tu devrais aimer. Ah, ben, c'est vraiment gentil. Fait que je vais la Tu penses? partager avec toi le 12 septembre. Puis ce que j'aimerais, je te fais une petite demande spéciale. Oui. Garder un minimum de contact avec mon beau Marc, qui t'apprécie énormément et qui a fait ces démarches-là avec tout son cœur, sa générosité. C'est un homme extraordinaire. Puis de juste de garder un tout petit contact, ne serait-ce que par les médias sociaux, tout ça. Mais tu sais que moi et Marc, on se connaît depuis des années. Oui, c'est ça. Et il t'aime beaucoup. Et Puis c'est moi pour aussi, ça je l'aime que beaucoup. C'est une Fait bonne que, personne.
Je pense qu'on se parle déjà pas autant qu'on voudrait. On partage des passions communes, dont le barbecue. C'est lui qui nous cuisine aujourd'hui. Fait que non, c'est une promesse que je te fais. Je vais garder contact. Je te remercie beaucoup. Puis j'adore la personnalité que tu as, Hugo. On voit un homme fort comme mon Marc. On voit un homme qui est capable d'en faire la job comme Marc est contremaître de cours. Tu sais. Puis on voit des hommes qui sont capables d'en prendre sur leurs épaules. Mais en dessous de ces épaules-là, il y a un super gros cœur. Puis le cœur, moi, je pense qu'il est pas mal aussi gros que mon beau Marco, celui d'Hugo. Je l'ai tout de suite senti, la connexion s'est faite assez rapidement. Merci beaucoup, Catherine. Merci pour ton empathie. Et ta présence. Viens me donner un col. Certain. Ça finit de même. D'avoir invité Patricia. Merci, Hugo. Merci, Catherine. C'est génial, le podcast.